Bienvenue pour une nouvelle émission dans les yeux d'Angelina Tezanou. Alors ce soir, nous avons un peu déplacé notre plateau. On se retrouve dans le 14e, dans un endroit que j'aime particulièrement. Ça s'appelle le restaurant Le Sawa, spécialité camerounaise et française. Et nous sommes là pour un événement un petit peu particulier parce que ce soir, nous avons une femme politique qui rencontre la diaspora africaine. Donc tout à l'heure, nous serons en présence de Nathalie Kosciusko-Morizet, quelques barons de l'UMP, les amis, les personnes à convaincre. Nous allons beaucoup parler politique, mais aussi nous allons parler société, etc., etc. Tout ce qui nous intéresse, tout ce qui vous intéresse. Voilà, donc toujours en direct d'Haïti Média Télévision. Écoutez, j'ai le plaisir d'accueillir Antoinette, qui est une amie que j'avais pas vue depuis longtemps. On s'est retrouvés comme ça par hasard autour de cet événement. Bonsoir Antoinette, comment tu vas? Bonsoir Angelina, je vais très bien. Et toi? Ben oui. Donc on s'était rencontrés il y a quelques années. Tout à fait. Et je crois que tu es un ami de la famille Tezanou. Tout à fait. Et puis on s'est perdu de vue. Et puis ce soir on se retrouve. C'est à quelle occasion? Je suis passée voir Merline. Oui, la propriétaire. La propriétaire de ce restaurant, oui. Qui est une de mes collaboratrices. Elle a travaillé longtemps avec moi. Oui. Je suis fière de ce qu'elle a fait ici, de la reprise de ce restaurant. Parce que je pense que les 7 ou 8 ans qu'elle a passé avec moi, elle a appris beaucoup de choses. Oui. Et de temps en temps, je passe la voix pour l'encourager dans son initiative. Donc, si je comprends bien, tu avais un restaurant toi-même alors à l'époque? Tout à fait, j'avais un restaurant. Qui était où? À République, les gourmets d'Afrique. Voilà, donc qui aujourd'hui n'est plus un restaurant, mais je me suis spécialisée dans le traiteur événementiel. D'accord. Et donc Merline était une de tes serveuses alors? Tout à fait. Ok, donc elle a été à ton école. Hein. Exactement. Brillante école, hein, parce que je dois dire que franchement ici on mange bien, on est bien accueillis, c'est sympathique. Et donc un petit peu tu es passé pour l'encourager, pour lui faire un petit coucou. Pour l'encourager, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors voilà, et puis tu es arrivé à trouver qu'on était posé là avec Monsieur Verne. Haïti Média Télévision qui est toujours au cœur de l'action, au cœur de ce qui se passe. Oui. Et puis moi je t'ai attrapé au vol. Voilà. Alors je t'ai attrapé au vol. Raconte, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'aujourd'hui tu es entre le Cameroun et la France, hein, si je comprends bien. Oui. Hein, et donc tu as un petit peu un pied là-bas, un pied ici. Voilà, bon, je suis toujours ici, hein. Je suis installée là, je suis ici. Moi, j'ai développé une marque qui s'appelle Gourmet d'Afrique. Gourmet d'Afrique, voilà, oui. Qui, à la base, était un restaurant qui était au centre de Paris. Pour ceux qui m'ont connu, le Gourmet d'Afrique, c'est 21 boulevard Saint-Martin. Ah oui, j'en ai entendu parler. Voilà, donc c'est un restaurant qui a très bien fonctionné. Je fais partie des premières personnes qui ont commencé à développer la cuisine africaine à Paris. Et j'avais une spécialité, c'était des buffets africains. Donc, ce qui a permis à la diaspora, aux Européens, de vraiment découvrir notre cuisine, quoi. Ah oui, voilà, formidable. D'ailleurs, j'ai été primée, j'ai eu les distinctions Goemio, j'ai eu la distinction Marmite d'or de la cuisine africaine, voilà. Mais après une dizaine d'années d'exercice, j'ai voulu tenter autre chose. Voilà. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans le traiteur événementiel. Donc, je fais tout ce qui est événements professionnels, événements privés, des cocktails, des fêtes de fin d'année, des fêtes nationales, des ambassades. Je travaille avec les diplomaties africaines à Paris. Et qu'est-ce que tu proposes comme gastronomie? C'est camerounais, c'est africain? C'est africaine en général. Ça s'appelle Gourmet d'Afrique. Donc j'essaye dans ma cuisine de représenter toutes les diversités de la cuisine africaine. Voilà. Donc, je crois aussi que tu as d'autres activités qui t'amènent régulièrement au Cameroun. Voilà. Là, aujourd'hui, j'essaye de faire découvrir le Cameroun et l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ou même les gens de la diaspora qui sont en Europe, beaucoup ne connaissent pas suffisamment leur pays parce qu'ils sont partis très tôt. Aujourd'hui, quand ils rentrent au pays, ils ont envie de découvrir le pays. Il faut que quelqu'un les accompagne. Donc j'ai créé au Cameroun une agence de tourisme et d'affaires avec des circuits personnalisés et des guides qui peuvent donc accompagner pour faire découvrir le pays. J'ai des partenaires dans d'autres pays africains. Parallèlement donc à dans cette agence de voyage, j'ai développé un service de centre d'affaires. Voilà, c'est un service qui permet d'accompagner toute personne qui veut investir au Cameroun, voilà, de l'aider dans la logistique, dans les démarches de création et de suivi des dossiers. Voilà.
Alors, comment on fait pour te contacter, par exemple, quand on a envie d'aller visiter le Cameroun? Comment ça se passe? C'est sur Internet? J'ai un site Internet qui est Eventool, www.eventool.com. Eventool comme événement, T-O-U-L. Eventool. Eventool. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, en fait, on te contacte, on dit, voilà, moi, j'aimerais bien passer une semaine à Kribi ou faire un circuit, voir des grosses bêtes, hein, des éléphants. J'aimerais aller à la plage. Voilà, et donc, toi, tu... tout un circuit voilà, avec des accompagnateurs qui peuvent vous accompagner pour découvrir les sites en question. Et sur place, alors, tu as un bataillon donc d'hôtesses, des voitures, des chauffeurs, etc. Tout est personnalisé. Tout est, voilà. Dans l'agence, il y a tout ce qu'il faut. J'ai des guides spécialisés dans des circuits touristiques qui connaissent parfaitement le Cameroun et qui sont capables de vous amener d'un bout à l'autre du Cameroun. En sachant que le Cameroun, comme on dit, c'est l'Afrique en miniature. Oui. C'est vraiment un pays qui gagne à être plus connu, hein, parce que je crois que tu as la forêt, tu as les montagnes, tu as le désert, tu as la mer. Exactement. Et puis la gastronomie. Et la gastronomie. La gastronomie. ouais. Camerounaise. Et comme tu disais, tu essayes un petit peu là de te développer sur d'autres pays en termes touristiques. Voilà, avec des partenaires dans d'autres pays. Ça nous permet ainsi de pouvoir accompagner aussi des personnes, par exemple, qui veulent aller, je ne sais pas, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Voilà, nous avons signé des partenaires avec des agences sur place donc, pour les accompagner au mieux dans leur découverte. Mais alors tout ça c'est lourd pour une femme. Hein. C'est vrai. Mais j'essaye de m'entourer. Je ne peux pas tout faire. Donc je m'entoure. À chaque niveau, je m'entoure des compétences nécessaires. Et tu délègues aussi. Exactement. Alors il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, Antoinette, puisque ce soir nous nous réunissons pour un débat citoyen. Et je crois que tu étais précurseur en fait dans tout ce qui est politique, diaspora, pour que les personnes issues de l'Afrique, d'Asie, etc. s'intéressent un petit peu à la politique française, parce que souvent on se dit, oh, ça sert à rien, les politiques racontent tous la même chose. Et je crois que tu as beaucoup œuvré pour poser les premiers jalons de cette diversité aujourd'hui qui est assez représentative, et il y a plein d'élus de la diversité un petit peu partout. Et je crois que tu étais un peu précurseur. Comment ça s'est passé? En fait, pas moi en tant que tel. Disons que j'étais dans une équipe. Nous avons été vraiment, on s'est beaucoup battu dans les années 2005-2007 pour amener les Africains à s'intéresser au vote. Parce que, comme tu le sais, beaucoup de gens se disent, qu'est-ce que ça nous rapporte et tout ça. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous et tout. Donc, dans les années 2005-2007, j'étais dans un club qui s'appelait le Club Élite. Oui. Avec des personnes comme Calixte Béala, comme Constant Nemalé, comme beaucoup d'autres personnes qui s'intéressaient à l'époque à la chose. Notre but n'était pas de faire voter tel ou tel parti, c'était d'amener les Africains à aller voter, à prendre part à l'élection, voilà, à s'exprimer. Voilà, on l'a fait à cette époque-là et puis chacun a pu savoir quoi. Alors, comment vous avez fait pour... quelles étaient les choses incitatives? Vous faisiez des manifestations, vous faisiez des colloques, des rencontres comme ce soir? Des réunions d'information, on en a fait pas mal. On avait créé un site internet d'ailleurs qui nous permettait d'envoyer des informations à tous les Africains pour les amener à prendre leur destin en main, à s'intéresser à la chose politique, parce que dans tous les cas, ce sont des choses qui nous touchent de près. Ou de loin, voilà, donc il faut s'y intéresser et donner son point de vue. Donc avec Calixte Béala à l'époque, on a fait pas mal de démarches. Je suis contente aujourd'hui de voir que beaucoup des personnes de la diaspora s'intéressent voilà, à la politique, se présentent, prennent des positions. Ça ne peut qu'être intéressant. C'est vrai, il y en a beaucoup qui sont élus. Voilà, et quand arrivent les élections, comme là, nous sommes autour des municipales, j'ai un peu l'impression que c'est toujours à ce moment-là qu'on vient nous chercher, puis qu'après, il y a souvent beaucoup de promesses et, et derrière, qu'est-ce qu'on voit venir? Anne Massoane, voilà, je ne vois rien venir. Exactement. Voilà. Mais dans tous les cas, nous, on a intérêt à être présents. Oui, c'est ça. Il ne faut pas laisser le terrain libre non plus. Si on n'est pas là, on n'a rien à dire. Donc, il vaut mieux être là pour s'exprimer et dire ce qui nous arrange, ce qui ne nous arrange pas. Tout à fait. Et je félicite vraiment toutes ces personnes de la diaspora qui prennent ce sujet à cœur. Nous, on est dans l'économie, on essaie de se battre comme on peut. Voilà, si de l'autre côté, d'autres personnes se battent dans la politique,
je pense qu'à la fin, on essaiera de faire quelque chose de bien. Non, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, je vous rappelle qu'on est toujours en direct sur Haïti Média Télévision pour l'émission Dans les yeux d'Angelina Tezanou. Et dans mes yeux ce soir, je suis au restaurant Le Sawa, dans le 14e, tenu par notre sœur Merline. Et nous attendons la venue de Nathalie Kosciusko-Morizet qui va venir nous présenter un programme, je pense, qui va nous intéresser pour nous, la diversité africaine. Nous aurons également Olivier Stirn qui sera là, qui viendra nous parler du Conseil national des Français de la diversité, avec Mireille, sa secrétaire, et puis tous les amis, Rudy, etc., etc. Et je pense que le débat, il va être chaud, mais moins chaud parce que c'est une femme. Hein. Qu'est-ce que tu penses de l'engagement des femmes en politique, hein? C'est très intéressant. Les femmes ont complètement leur place, intégralement. Il faut qu'elles occupent ces places-là, parce que dans tous les cas, on ne nous les donnera pas. Il faut se battre pour se positionner, voilà, et pouvoir s'exprimer. Et puis il y a des questions qui touchent sur les crèches, sur le droit de garde, le logement. Ce sont des questions un petit peu sociales. On a peut-être l'impression que avec une femme, que ça sera plus, le sujet sera étudié avec plus d'attention. Je pense aussi. On va l'espérer. Oui, je pense aussi. Alors, quel est le message que tu veux nous faire passer avant de repartir peut-être pour le Cameroun? Non, alors je suis là pour le moment. Donc, je continue à développer ma marque Gourmet d'Afrique. Oui. Qui est spécialisée aujourd'hui dans l'événement traiteur événementiel. Donc voilà, je suis à la disposition pour faire découvrir notre cuisine, la gastronomie africaine dans tous les milieux professionnels ou privés. J'ai un site qui est gourmetdafrique.com, gourmet au pluriel, d'afrique.com. Ah, les gourmands. Voilà, gourmetdafrique.com. D'accord. Comme son nom l'indique. Ok, ben là, en plus, les fêtes de fin d'année arrivent, donc il ne faudrait pas qu'on s'y prenne à la dernière minute, c'est ça? Exactement. Ok. Il faut passer ses commandes avant. Voilà. Et ce qui serait bien, si je pouvais dire un mot pour la ministre qui arrive, ce serait bien qu'elle regarde un peu de près les besoins de la communauté africaine à Paris, des gens qui se battent dans l'économie. Tout à fait. Nous, on a un gros problème d'acquisition des fonds de commerce. C'est pas toujours facile, alors que la mairie possède pas mal de fonds qui sont pas souvent occupés. On est obligé d'acheter des fonds à des prix très très chers. Effectivement, effectivement. Voilà quoi. Mais je pense que ça va être une question intéressante à lui poser. Tout à fait. Et nos sœurs, elles se ruinent vraiment dans des loyers. On paye des loyers pas possibles. Voilà, alors que avec peu de banques qui sont derrière. Peu de banques qui sont derrière. Donc c'est toujours un peu financement. Donc déjà avoir un loyer modéré pour pouvoir se battre économiquement, ce serait pas mal. Tout à fait. Et je crois que Merline, tout à l'heure, elle aura aussi sa question à poser concernant les charges, parce que voilà, les petits restaurateurs, les petits commerçants, ils ont vraiment ils croulent sous les charges. Exactement. Et je pense que ça, c'est des questions concrètes dont on aimerait avoir vraiment des réponses aussi concrètes. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup de nous avoir fait ce petit crochet, de nous avoir encouragés. C'est un plaisir de te revoir. Et puis je suis une gourmande, une gourmette. T'inquiète pas, je vais te faire un buffet très rapidement. Merci beaucoup, je compte sur toi. Merci. À très bientôt. Merci, au revoir. Ce soir pour une émission un petit peu exceptionnelle parce que nous sommes en direct du restaurant Le Sawa à Paris dans le 14e pour un rendez-vous hautement politique où nous allons parler de l'engagement citoyen. Nous allons avoir tout à l'heure Nathalie Kosciusko-Morizet qui va venir avec tout son staff pour nous faire ses propositions sur Paris 2014, ce qu'elle nous propose. Et donc toute la famille de l'UMP, Olivier Stirn, le Conseil des Français de la diversité, etc. Tous les amis seront là tout à l'heure. Et en attendant, nous en profitons pour accueillir les copines et les copains. Et j'ai l'honneur de recevoir Grace Kama. Bonsoir Grace. Bonsoir à Angelina, bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de médias. Haïti Média Télé. Haïti Média Télé. Écoute, merci d'avoir fait le déplacement. Je t'en prie, j'avais promis que je viendrais et je suis là. C'est vrai, mais j'avais du mal à t'attraper. Donc, j'avoue que c'est la dernière ligne droite. En ce moment, il me faut plutôt des journées de 72 heures, pas de 24. C'est sûr. Mais bon, on essaye de
s'organiser en conséquence. Tout à fait. Alors raconte un petit peu, qu'est-ce qui t'amène ce soir parmi nous, c'est hormis le débat, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est d'abord ça, parce que il est très intéressant pour nous. Je suivais Marie-Antoinette tout à l'heure. Il est très important pour nous d'avoir le pied à l'intérieur, comme on dit, parce que c'est de l'intérieur que se font les choses, pas de l'extérieur. Tout à fait. Donc nous devons, nous Africains de la diaspora, nous devons de nous intéresser à tout ce qui se passe sur le plan politique, de manière à ce que nous puissions nous aussi apporter notre petite pierre à l'édifice, si on veut. C'est ça. Donc c'est très intéressant et vraiment bravo pour d'organiser ce genre de rencontres, c'est très très important. Ben oui, non, mais merci à Nathalie Kosciusko-Morizet qui a accepté de nous rencontrer. Tout à fait. Et puis merci à Rudy, toute l'équipe qui est autour d'elle, qui a accepté que ça se fasse dans ce cadre convivial que j'ai proposé, parce que j'ai pensé que c'est un cadre mythique. Voilà. C'est un cadre mythique. C'est un cadre mythique. De par la dénomination déjà, Sawa, ça dit beaucoup de choses. C'est énorme, c'est énorme. Et puis recevoir à notre façon aussi. C'est comme ça qu'on reçoit toujours autour d'un petit verre, de trois petits trucs à grignoter. C'est comme ça qu'on reçoit l'africaine. C'est ça, l'Afrique. Et puis c'est une femme aussi, donc on la reçoit aussi en tant que mère de cette manière-là. Alors Grâce, raconte. Alors, et toi, ton parcours? Mon parcours qui est déjà assez long, on va dire, et qui se poursuit. Par la grâce de Dieu. Donc avec 3 albums déjà à mon actif en ce moment. Et je me suis amusée au départ à organiser comme ça des événements tels que celui que j'organise le 12 octobre, donc samedi prochain. Oui, on va y venir. Et j'y ai pris goût, et aujourd'hui je peux plus m'en défaire. Donc alors la musique, comment tu as commencé toi la musique, je l'ai commencé, je dis souvent que je crois que même dans le sein de ma mère, je chantais. Parce que je crois que j'ai toujours chanté. Toujours chanté. Et ça m'a toujours poursuivi. Bon, malheureusement, je vais dire, malheureusement, entre guillemets, comme en Afrique, les parents ne voulaient pas trop, surtout pour les filles, qu'elles mettent le pied là-dedans. C'était mal vu. Oui, très très mal vu. Avec raison, on va dire, il faut quand même être réaliste. Avec raison, je crois qu'aujourd'hui, on a plus de maturité de pouvoir rentrer dans ce milieu artistique. Mais je crois que c'était tout à fait justifié parce que bon, évidemment à l'époque on estimait que de rentrer dans la musique c'est qu'on n'a rien pu faire. Mais nous sommes là pour le démentir, Angelina. Bien sûr, surtout que nous sommes des productrices en plus. Tout à fait. Et nous sommes aussi dans l'événementiel, donc on profite de nos musiques, des messages qu'on a à véhiculer pour faire du social, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Là tu mets vraiment le le doigt dans le truc, dans le pot. Là où il faut. C'est vrai que nous autres artistes, quand on se balade à gauche, à droite, on voit tellement de choses. Beaucoup de choses nous interpellent. On ne peut pas toujours tout faire. On ne peut pas toujours satisfaire les uns et les autres. Mais on essaie quand même de temps à autre de penser aux autres, de pouvoir faire des choses. C'est dans ce but-là que j'organise cet événement. Donc, voilà. Du 12 octobre où tu seras majestueusement reçu aussi. Merci beaucoup. C'est à moi de dire merci parce que c'est à moi de te dire merci, mais vraiment un grand merci solennel d'avoir accepté de soutenir l'action que l'association Kama World. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement pour ces écoles? Alors, ce que je fais concrètement, c'est que ici, j'ai des partenaires qui me donnent des cahiers, des stylos, beaucoup de choses, et d'autres associations aussi qui me donnent plein de choses que je transporte jusqu'au Cameroun. Je fais transporter, on va dire, jusqu'au Cameroun. Et je fais toujours en sorte d'être là moi-même pour la distribution des fournitures parce que on a des partenaires aujourd'hui. C'est vrai que il faut dire des choses. On a des partenaires aujourd'hui qui traînent un peu la patte pour nous aider. Et la faute nous revient à nous-mêmes parce qu'il faut avouer qu'il y a eu beaucoup d'abus dans le passé. Il y a eu des détournements. Beaucoup d'abus. Et donc aujourd'hui, je crois que les partenaires veulent voir le sérieux quand même de ceux qui viennent vers eux avant de s'engager. Bon, j'avoue qu'avec Claire Fontaine, pour ne pas faire la publicité. Ah oui, donc ça c'est un gros partenaire. Un gros partenaire, Claire Fontaine, ça fait 3 ans que Claire Fontaine me donne tous les ans des cahiers que je distribue aux élèves là-bas et qui les aident énormément. La Gardère qui me donne des stylos et bon, j'en passe. Donc quand j'ai ces dons-là, je pars moi-même au Cameroun, je fais la distribution et je fais toujours en sorte que
pour un minimum de transparence, de revenir avec des images, vidéos, photos, pour que eux y voient où vont les dons. Les dons. Voilà. C'est arrivé à bon escient. Tout à fait. Mais alors le problème, c'est gratuit. C'est au stade d'Orsay. Hein? Et venez nombreux. Voilà, il faut être très très nombreux. L'équipe féminine, les Lyonnes indomptables. Et c'est curieux parce que depuis que je parle du match féminin, personne ne s'intéresse plus au match masculin. Non, mais c'est parce que on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Et là, comme c'est une première, écoute, on va venir encourager les nanas qui courent derrière une balle. Exactement, il y aura un stand où on pourra découvrir les spécialités afro-caribéennes. Oui. Et puis, il y aura... sans oublier notre banane internationale, parce que la banane du Cameroun a été baptisée la Makossa Banana, en référence à la seule Makossa de Manu Dibango. Il est d'ailleurs le parrain de cette opération. Alors, Makossa Banana sera là au stade municipal d'Orsay le 12 octobre. Formidable. Formidable. Et ils distribueront la banane. Ils feront la dégustation de la banane du Cameroun. La banane bio. Alors venez la déguster. Et puis le soir, quand on aura bien transpiré, on passe à la maison prendre une petite douche. Tout à fait. Et on se retrouve du côté de Nanterre pour le dîner gala. Traînez pas trop le dîner gala, parce que là aussi, il y a des spécialités camerounaises. Oui. Le Ndolé est là. Le Ndolé sera là, toujours. Le Ndolé a toujours sa place. Alors, je vais quand même dire que pour la soirée de gala, l'entrée sera payante à 30 €. Et alors, vous aurez un apéritif et un plat. Ndolé mouru, poisson frit et poulet braisé. Oh là là. Voilà, donc venez nombreux soutenir l'action, parce qu'il ne faut pas oublier l'action. C'est ça. Quelquefois, je me dis, quand on rentre dans ces choses-là, on reste dans le divertissement et on oublie l'essentiel. N'oublions pas l'essentiel. Voilà. Bon, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on va se divertir, en même temps qu'on va bien manger, l'utile à l'agréable. Joindre l'utile à l'agréable et puis contribuer à la reconstruction de cette école au Cameroun. Exactement. Et d'ailleurs, tu reviendras. Exactement. Tu reviendras nous montrer les photos. Tout à fait. De ce qu'on aura pu cotiser. En janvier 2014, je ferai le point par rapport à ce que j'aurais fait. Et je reviendrai avec des images. Et pour moi, j'y tiens absolument. C'est formidable, des artistes qui s'engagent. C'est aussi ça. Tout à fait. Dans le combat social. Exactement. Je dis souvent que nous sommes tous les maillons d'une même chaîne. Donc, il nous appartient aux uns aux autres, à chacun à son niveau et chacun selon ses moyens, à chacun de contribuer quand même à ce que... Ce n'est que comme ça que les choses pourront avancer. Parce que si on reste à attendre que... Souvent, on dit chez nous... dans mon village, moi je suis à bord, je suis de Mangamba. On dit dans mon village que avant de demander à l'autre qu'est-ce que tu as fait, demandons-nous d'abord nous-mêmes ce que nous avons fait. C'est très important. Ça nous ramène quelquefois à la réalité, parce qu'on oublie ça. Parce que c'est trop facile de dire, mais Angelina, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça. Oui, mais il faut d'abord que je me dise, mais grâce, tu as fait quoi toi? Effectivement, donc là, il faut qu'on vienne t'encourager très 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 nombreux. Tout à fait. Il y a la communauté caribéenne qui nous regarde. Alors, je sais que vous aimez beaucoup le football. Exactement. Et vous aimez aussi la musique. Et il y a une très grande communauté caribéenne justement à Orsay, que ce soit à Orsay ou aux Ulysses. Oui. Donc venez nombreux. Venez nombreux, voilà. À bras ouverts, pour les deux matchs, féminin, masculin. Vous aurez un apéritif, le fameux planteur. Le fameux planteur sera là. D'accord. À boire avec modération. Avec modération, parce que sinon, je ne sais pas comment on va arriver à la soirée de gala. Non, mais il faudra que je mette à disposition des taxis pour ramener les Il faut que tu mettes un service, tu Tout sais, à fait, de voiturier, de navette. Je crois que oui, il faudra y penser, oui. Voilà, donc pour les enfants, soyez là, soyez nombreux. Et puis pour encourager aussi Grâce, j'espère que tu es venu avec un DVD pour qu'on puisse diffuser un petit peu ta musique sur Haïti Média Télé. Tout à fait. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'on va découvrir aussi, on te découvrira aussi mais en tant vraiment qu'artiste. un grand bravo à ce que tu fais, Angelina. Franchement,
le mot me manque, moi, parce que quand on voit ça, c'est vrai que d'avoir plusieurs casquettes comme ça à porter. Ben écoute, très, très lourd, je te retourne le compliment, mais j'en profite pour dire qu'on est, bien sûr, on est en direct d'Haïti Média Télévision pour l'émission Dans les yeux d'Angelina, avec un téléphone qui est le 01 48 95 03 15. Je répète, 01 48 95 03 15. Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, sur nos sites. Ah, tu as un site grâce où on peut te contacter, hein? J'ai une page Facebook. D'accord. Grâce Kama, vous me trouverez là-dessus avec toutes les informations. Mais concernant les actions que je pose, et voilà. Bon, ben merci. C'est moi qui te remercie. Et puis, je pense que tu vas rester avec nous toute la soirée pour assister au débat. Très important. Au débat citoyen et politique. Toi, tu es de quel bord moi, je n'ai pas de bord, moi. Je n'ai pas de bord. Je n'ai pas de bord. Je dis toujours que il faut laisser, il faut des gens comme nous aussi qui ne sont pas ni à gauche ni à droite, parce que nous complétons les autres, il faut dire. Parce que si tout le monde rentre dans le bord de gauche, de droite, de centre, de pas centre, il faut qu'il y ait des gens quand même qui soient aussi là à observer tous les autres, quoi. Oui, et puis peut-être en tant qu'artiste aussi, c'est pas évident de donner une opinion comme ça. C'est pas évident du tout, c'est vrai. Mais par contre, ce que tu dis, c'est un débat que j'ai souvent avec Manu. Manu me dit, bon, écoute, fais déjà ce que tu as à faire sur le plan artistique. Après, oui, non, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il faut quand même être là. Il faut être là. Exactement. Il faut participer au débat. Il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pour cela que je dis que c'est l'objectif de ce soir aussi, parce qu'on est en train de vouloir. Je pense que Nathalie, tout à l'heure, voudra aussi convaincre tous les indécis. Oui, c'est son rôle, c'est normal. Pour faire balancer. C'est son rôle. Bon, maintenant, si elle a des choses concrètes. Si elle a des choses concrètes, pourquoi pas? Un cœur à prendre. Exactement. Grâce Kama, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Donc, nous allons profiter pour écouter un de tes titres, donc qu'on mettra en vidéo. Et puis, on se retrouve tous du côté d'Orsay, de 10h à 18h, le 12 octobre. Voilà, nombreux. Vous ne serez pas dessus. Nous avons les anciens internationaux du Cameroun, Patrick Mboma, Raymond Kala, Kangabiyi, et j'en passe. Venez vraiment. Tous ces noms mythiques. Nous allons nous amuser. Ils seront vraiment là. Ils seront là. Ils seront là. Ils seront bien là. Dis jamais vu, comme tu l'as dit. Ben oui. Qui dit mieux? Ah, j'attends de voir. J'attends de voir. Voilà, bon, on sera très nombreux. Merci encore. Merci vraiment. Merci pour tout ce que tu fais. Je t'en prie. Merci. Alors, on est toujours en direct d'Haïti Média Télévision pour l'émission Dans les yeux d'Angelina. Et ce soir, Dans les yeux d'Angelina, on est au restaurant Le Sarrois et je suis éblouie par Merline que nous accueillons. Bonsoir Merline, la patronne des lieux. Comment tu vas Merline? Propriétaire du Sawa. Oui. C'est toi qui nous accueilles ce soir? Avec plaisir, Angelina. À quelle occasion tu nous accueilles comme ça? On aura l'occasion d'accueillir comme Nathalie Kosciusko-Morizet, dont j'ai eu l'honneur de vous recevoir. En fait, j'ai eu la chance d'avoir qu'elle vienne chez moi. Donc pour moi, c'est un très grand plaisir de vous recevoir ici. Merci. Tu sais, le choix, il a été difficile, mais quand j'ai proposé ton restaurant, d'abord, il est très bien placé dans le 14e. Oui. Un quartier sûr, calme, et puis la cuisine aussi qui est de qualité. Ah, merci. Effectivement, quand j'ai proposé à son QG qu'elle rencontre la communauté, la diaspora africaine ici, ça a été bien accepté. Et puis, quand son staff, ils sont venus la semaine dernière un petit peu en reconnaissance, j'avoue qu'ils ont été éblouis par ce restaurant. Ils ont aimé, ils ont vraiment aimé. La décoration, l'accueil, la gastronomie. Alors, ce que j'ai compris tout à l'heure, c'est que tu avais appris avec Antoinette. Oui, Antoinette, c'est un petit peu comme ma maman. J'ai travaillé avec elle pendant très longtemps. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas me mettre aussi à mon compte. Et je me suis lancée. Ça n'a pas dû être évident, hein? Non, ça n'a pas été... Financièrement, ça n'a pas été facile parce que j'ai pas eu la chance d'avoir le crédit à la banque. Donc, je me suis... qui ont le crédit à la banque. Oui. Donc, je me suis débrouillée un petit peu dans ma famille. Et ça n'a pas été facile non plus parce qu'en famille aussi, c'est compliqué. Mais bon,
vaut mieux quand même l'avoir déjà eu que de... Le résultat, c'est que tu as un bel espace. Hein. Ah, merci. Tu as un très très bel espace et la cuisine est bonne. Je suis ta première cliente d'ailleurs. Je vais prendre tous mes kilos ici. Et déguster le champagne. Quand j'ai envie de me gâter, comme on dit au pays, c'est ici que je viens parce que voilà, c'est sympa. Tu travailles aussi en famille. Oui. C'est un côté qui est important. Oui, je travaille avec mes soeurs, mes frères et mes cousines. Alors, qu'est-ce que tu offres? Parce que j'ai vu sur l'enseigne, cuisine camerounaise et française. Oui, je fais la cuisine camerounaise, enfin, je fais la cuisine africaine en général, mais moins épicée qu'en Afrique. Je fais de la cuisine de l'Afrique de l'Ouest, du yassa, du mafé, du tchèboudjen. Et au Cameroun, je fais du ndolé, le poulet DG, le poulet braisé, mais moins épicé qu'en Afrique parce que le piment, nous, on le fait à côté. Et nos plats sont épicés légers. Tous les plats sont épicés légers. Pour que aussi les Français puissent manger ça sans trouver la problème. forme, oui, bien sûr. Puis je pense que tu as aussi des acras, des choses comme ça, des boudins créoles, Du un peu de boudin, gastronomie, un peu qui vient du côté des îles. Bien sûr, bien sûr. Donc toutes ces cuisines-là, tu les as apprises en fait. Hein? Oui, j'ai appris chez ma patronne, Antoinette, chez qui j'ai travaillé pendant des années. Oui, et puis aujourd'hui, elle te regarde avec fierté. J'ai copié un petit peu en fait, j'ai copié d'une façon positive. Bien sûr. L'expérience que j'ai acquis chez elle. Et aujourd'hui, malgré les difficultés financières, voilà, tu tiens le coup. Je tiens un petit peu, je tiens un petit peu. Donc en fait, tu vas inciter beaucoup plus de personnes à venir découvrir cet endroit. C'est pour ça aussi que tu nous as ouvert les portes. Hein? Ah bien sûr. En général, nous sommes ouverts de 11h à minuit. Et on fait des formules midi pas très chères. On fait une formule entrée plat à 10 € ou plat dessert à 10 €. Une autre formule midi, entrée plat dessert à 12 €. Et le soir, les plats ils varient. Ou à la carte, oui. Et les plats, ils varient entre 13 et 20 €. D'accord, donc ça reste quand même assez accessible. Hein? Oui, je pense. Alors à midi, tu as plus une clientèle peut-être de gens du quartier qui viennent, qui travaillent, des salariés? Oui, des gens qui travaillent dans les bureaux, du quartier. Et en général, ils aiment bien. Et j'aimerais que ceux qui n'ont pas encore goûté, qu'ils passent goûter. Voilà, c'est l'objectif. Alors venez nous passer au Sawa, au 196 avenue du Maine dans le 14e. Tout à fait. Métro Alésia. Métro Alésia, c'est ouvert du lundi au dimanche. Toute la journée. De 11h30 à minuit. De 11h30 à minuit. Oui. Voilà, et donc gastronomie africaine et un peu adaptée à la française pour que ce soit pas arrache, qu'on n'ait pas mal au ventre après non plus. J'avoue que je suis jamais tombée malade, alors que je suis assez sensible. Et ce qui prouve quand même la qualité des produits. Alors une question justement concernant ces produits, le ndolé, etc. Comment tu fais? Parce qu'on sent vraiment il vient du pays, il est frais. Oui, en général, nous, le ndolé, on nous le livre frais. Et nous, on le cuit directement. Nous, on fait que des produits frais, nous. On fait que ce soit du poisson, du ndolé, de la viande, tout est frais. Et des légumes aussi. Quand c'est terminé, hein? Quand c'est terminé, voilà. Malheureusement. Alors ce soir-là, qu'est-ce que tu nous as préparé? Je crois que c'est un petit apéritif dînatoire. Hein? Oui, j'ai fait un cocktail maison avec alcool ou sans alcool. J'ai fait des petits soya de bœuf, des petits soya de gésier, des acras de morue, du boudin créole, des petits brochettes de poisson et des brochettes de bananes plantain, des alocos. Oui. Ah ben ça c'est riche, hein. C'est plus qu'un apéritif dînatoire. Hein. C'est plus un dîner qu'un apéritif. Hein. Je crois qu'on va bien se régaler. Et donc c'est vrai qu'on profite un petit peu de ce moment d'accalmie, le calme avant la tempête, parce que j'ai l'impression que tout le monde va arriver en même temps. Là, ça va être le rush. Donc je vous rappelle qu'on est en direct d'Haïti Média Télévision. Vous pouvez toujours réagir sur notre standard, le 01 48 95 03 15, sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, sur le site de... Le Sawa a un site, Merlin? Bien sûr, on a un site internet, oui, sawa.fr. Hein, tout le monde sait qu'il y a le W avant. Oui, le sawa.fr. Le Sawa.fr. Tu vois, le téléphone, il est en train de sonner, donc le succès. Hein. Les affaires reprennent.
En tout cas, merci de nous avoir accordé ce bel espace Il n'y a pas de pour quoi, recevoir Angélina. Madame Kosciusko-Morizet. Comme je le disais, la recevoir à notre façon, Oui, à l'africaine, C'est à la un camerounaise. c'est un grand honneur pour moi aussi, parce que ça nous valorise aussi, ça nous permet de rentrer dans le milieu politique, Bien sûr, peut-être. bien sûr. Oui. Et Donc- je crois justement que tu as une question, je crois, qui te tient Si. particulièrement à cœur, hein, Oui. que oui. j'espère que tu auras le courage de poser tout à l'heure. Oh, j'espère. Et je crois sans indiscrétion que ça concerne les charges. Hein, Oui, c'est ça oui. Oui. J'aimerais bien qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle nous apportera pour nous, petite entreprise, quand elle sera élue. Oui. Au Parce que niveau je de crois que- charge, quoi. voilà. Oui. Parce que que nous, ce qui nous écrase au jour d'aujourd'hui, c'est l'excès de charges à payer. Bon, je me dis, si Nathalie Kosciusko-Morizet est élue, je pense qu'en tant que femme, en tant que mère, elle aura un petit coup d'œil, elle jettera un petit coup d'œil aux petites entreprises que nous sommes et elle nous donnera un coup de main Ah oui, pour soulager. pour nous soulager un Les petit charges peu. sont énormes. Oui, Elles sont énormes. oui. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de soutien au niveau bancaire. Au niveau bancaire, donc on se retourne un petit peu de ce côté-là pour voir si on aura un coup de main, quoi. C'est ça. Oui. C'est ça. Bon, en tout cas, merci de nous accueillir. Merci de nous ouvrir tes portes et ton cœur. Merci de nous ouvrir ta cuisine surtout et ton bar. Merci, Angélina. On va en profiter à fond la caisse. Et puis, dans quelques instants, je pense que le ministre Olivier Stirn va arriver avec Mireille et toute la clique, tous les amis, tous les copains, les copines, les convaincus et ceux à convaincre. Voilà, et je pense que ce soir, le débat, il va être très, très intéressant. Voilà, merci. Nous sommes toujours en direct d'Haïti Média Télévision, dans les yeux d'Angelina Tezanou. On est en direct du restaurant Le Sawa. Et ce soir, ça va chauffer. Le calme avant la tempête. Et puis je voulais rajouter quelque chose, Angélina. Tu sais, j'étais toujours beaucoup admirée parce que malgré ton handicap, quand même, tu dépasses cet handicap-là et tu fais énormément de choses. Franchement, c'est quoi le handicap finalement? Le handicap, c'est quand on a les yeux fermés. C'est oui, oui, les yeux bouchés, les oreilles bouchées. C'est ça le handicap. Sinon, voilà, il n'y a pas de handicap. On a tous nos handicaps, nos difficultés. Oui. Et voilà, et moi, je sais que tu es une amie sincère. Et qu'on se retrouve toujours en tant que copine. On refait le monde. Bien sûr. Et puis ce soir, le monde, on va le refaire. Et je suis très très heureuse que ça se passe ici. Merci Merline. Merci, Angélina. Merci. Alors, c'est bien. Elle me fuit tout le temps. Madame m'a montré ses corbettes. Alors, toi, en tant que femme, que penses-tu de cette rencontre avec Nathalie Kosciusko-Morizet qui va avoir lieu dans quelques minutes, je dois dire. Et, ici au restaurant Le Sawa sur Haïti Média Télévision, la température est en train de monter. Ça va être très chaud tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses de cette rencontre? Comment tu la prépares? Comment tu la conçois? Sereinement, Oui, confiante aussi, oui. et sûre de notre candidate, bien sûr, qui va porter haut nos couleurs et nos valeurs, et que j'apprécie beaucoup pour cette démarche d'avoir souhaité venir à la rencontre des Africains, des communautés françaises issues de l'Afrique, et je sais qu'elle fait son tour de France et qu'elle rencontre toutes les communautés des 5 continents. Donc là-dessus, j'ai confiance en elle. Et je crois que tu as beaucoup œuvré pour que cette manifestation soit une réussite avec Rudy. Mais c'est un collectif. Voilà, c'est un collectif de personnes, oui. Donc, alors, est-ce que tu as des attentes particulières? Tu aurais des questions personnelles dans ton sac à main? non, mais peut-être que j'en ai une ou deux qui va sortir du chapeau, mais je vais plutôt laisser l'Assemblée échanger avec elle, aller à la rencontre, avoir une nouvelle approche, et que beaucoup de choses puissent en ressortir à l'issue de cela. Voilà. Et que tout le monde soit content. Voilà. Alors, est-ce que tu penses que les personnes qui seront là ce soir, ce sont toutes des convaincus ou il y a aussi des cœurs à prendre? Non, ce sont des... politiquement, hein, Non, ce sont pas... Non. Nous avons fait en sorte de convier à cet événement plus
de façon plus majoritaire des personnes qui ne sont pas convaincues, ou qui n'ont aucune opinion, pour venir l'entendre et pour venir écouter ce qu'elle a à dire, pour échanger avec elle, et puis pour se forger une opinion, et puis pour voter pour elle, bien sûr. Voilà. Ah, écoute, moi je te remercie. Donc tu voulais pas passer sur ma chaise, mais elle n'est pas électrique. Hein. Je te remercie. Merci à toi. Donc, je te remercie de m'avoir accordé ces instants. Et on va se retrouver de toute façon, parce que le programme du Conseil national est très très riche, surtout lors de ces municipales. Et on va se rencontrer assez régulièrement avec les candidats que tu soutiens, que nous soutenons, hein, et aussi des projets que nous avons à mener à bon port, des résultats, parce que les gens ils veulent des résultats. La politique, ok, mais on veut des résultats. Les résultats seront au rendez-vous. Merci Mireille. Merci à toi. Alors je vous rappelle en direct d'Altimédia Télévision, on attend vos réactions pour un débat citoyen. Ce soir nous attendons Madame Nathalie Kosciusko-Morizet pour rencontrer la diaspora africaine. Voilà, et je sais que Rudy vient d'arriver avec le matériel, la sono, etc. Et nous allons faire une petite pause, le temps que je me rafraîchisse un petit peu aussi. Soleil briller, ces photos-là, en cacaté, en pacaton la pluie tombée. Qu'à songer, qui ton cœur retourne, qui joue au cœur rivé, pour qu'à moi recommencer à chanter, à danser en moi. Tini de l'homme qui a coulé, mais ou pas là pour consoler moi. À danser en moi, ni tout l'homme qui a passé. C'est bien au moins connaître vous. On peut pas changer. Viens me sédancer en kawaii. Tourner, yeah. Qui ton cœur y tourne, qui joue au cœur rivé. Commencer à chanter, à danser en moi. Tini de l'homme qui a coulé. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors je te remercie d'accepter de venir t'asseoir juste en face de moi au restaurant Le Savoir. Donc on est tous Vos adhérents. Oui. Comment intégrer les nouveaux, transformer les adhérents en militants et un peu tout ce qui est animation pour les fédérations. Et effectivement, là, on a une échéance capitale, à Paris encore plus, parce que les gens voient ça comme un scrutin national. Et on a vraiment une vraie candidate de terrain, une candidate jeune, dynamique. Une femme. Nathalie, une femme. C'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui incarne ces valeurs-là et ce renouveau-là. Et on va se mobiliser partout. Moi, j'ai un message très très simple et très très court. Tout est politique. L'école, c'est politique. L'université, c'est politique. Les places en crèche, c'est politique. Les logements, c'est politique. Engagez-vous. Je leur dirais de s'engager parce que malheureusement, trop peu de jeunes s'engagent en politique. Mais la cause politique, on est là pour servir les autres et pas pour se servir nous. Et on est là pour répondre à leurs problèmes. Et c'est important que les gens s'engagent pour pouvoir défendre leurs valeurs et leurs convictions. Aujourd'hui, quand même, quand on voit ce qui se passe dans le pays avec un Front National très très fort, c'est important que jeunes et moins jeunes s'engagent dans la cause publique pour défendre nos valeurs et nos convictions. Et c'est important moi je dis sur ce mot-là, c'est prendre son destin en main. Il y a un moment où on est spectateur et on peut passer acteur de la chose. C'est important que le spectateur devienne acteur pour pouvoir
agir pour changer sa vie, changer son destin et en faisant les bons choix. Parce qu'après, on peut plus revenir en arrière. Si jamais on a un candidat Front National qui arrive, on dit ah bah oui, mais bon, c'est trop tard. Hein. Voilà, donc c'est important de se mobiliser aujourd'hui. Voilà, et puis pour les municipales, sur le terrain, parce que pour moi, pour gagner une élection, avant tout le terrain, et puis aller à la rencontre des gens. C'est comme le fait très bien notre candidate, aller partout, le terrain, occuper tout l'espace politique. C'est ce qu'il faut faire. Les gens ont besoin de ça, ils ont besoin de réponses, d'avoir des gens autour d'eux qui leur disent « Moi je suis là, monsieur, pour X, Y problème pour vous aider. Moi je suis là pour vous écouter, pour vous aider, pour apporter telle solution. » C'est aussi ça le fait de faire de la politique. Hein. C'est pas que faire des beaux discours, c'est aussi aider les gens pour répondre à leurs problèmes. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec un chômage qui est tellement haut, l'insécurité qui grandit de plus en plus, les gens ont besoin que sa politique de droite, comme nous l'incarnons, soyons là aussi pour aller écouter les gens et répondre à leurs problèmes. Vos casquettes, parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Non, il y a, si vous voulez, aujourd'hui, oui. Je suis à la fois secrétaire national à l'UMP, donc membre du bureau politique de l'UMP, mais surtout, je suis en charge des Français de la diversité. Voilà. Et je préside un conseil national que j'ai créé, le Conseil national en 2011, Conseil national des Français pour la diversité, qui regroupe des Français qui viennent de tous les continents. Il y en a qui viennent d'Asie, il y a des Français qui viennent de l'Inde, il y a des Français qui viennent du Vietnam, du Cambodge, du Laos, il y en a aussi même qui viennent de Chine, et puis il y en a d'autres qui viennent du Moyen-Orient, du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne et même d'Amérique, puisqu'il y a pas mal de Franco-Haïtiens à Paris et en France. Et donc j'essaie de veiller à leur sort, à leur bonne intégration, à leur promotion, soit dans les entreprises privées, soit dans le public. À l'heure actuelle, par exemple, j'en aurai au moins une cinquantaine qui vont être candidats au municipal, sur diverses listes, et pas seulement dans la région parisienne, dans toutes les régions de France. Et j'ai l'intention, pour renforcer le Conseil national, de lui donner maintenant une dimension régionale. C'est-à-dire que nous allons créer, ça c'est une première que je vous livre, nous allons créer dans toutes les régions de France un conseil régional des Français pour la diversité, et les présidents de ces conseils assisteront au comité directeur du Conseil national. Donc vous serez maintenant représenté sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Y compris d'ailleurs dans la France de l'outre-mer. Ah oui, bien sûr. Donc on fait un petit coucou à tous les Caribéens qui nous regardent. Bien sûr, les Caribéens, les Réunionnais, les Tahitiens, etc. Parce que j'ai été longtemps ministre de l'outre-mer, au cours de mes fonctions gouvernementales, et l'outre-mer français est resté évidemment proche de mon cœur. Oui, mais alors, qu'est-ce qui motive justement cet amour pour la diversité? Ça remonte à loin. Oui. Quand j'étais tout petit môme, j'étais d'une famille juive qui était pourchassée par les Allemands, et je m'étais juré de lutter toute ma vie contre tous les racismes, hein, qu'ils soient antisémites bien sûr, mais qu'ils soient anti-noirs, anti-jaunes, anti-musulmans aujourd'hui. Il faut lutter contre tous les racismes, parce que ça c'est indigne de l'homme. Et j'ai connu le pasteur Martin Luther King, par exemple, pour ça, en 1963 à Atlanta. Et je l'avais aidé, il était devenu mon ami. Je lui avais dit, si tu veux changer le sort des Noirs américains, il faudrait qu'on arrive à faire passer une loi qui autorisât les Noirs américains à rentrer dans les universités, à y avoir des bourses. Et on avait rédigé un texte qui est devenu presque mot pour mot en 1965, la loi Kennedy, qui a en effet ouvert les universités américaines aux Noirs. J'avais dit d'ailleurs à Martin, tu sais, si on arrivait à faire passer cette loi, un jour il y aura un Noir président des États-Unis. Il m'avait dit, oh my God, I cannot believe it. Même lui ne croyait pas, et puis c'est arrivé. Et puis c'est arrivé. Et voilà. Effectivement. Donc je crois que vous avez aussi beaucoup d'ambition pour tous ces Français, pour nous, parce que je me sens concernée. Hein, bien sûr. Ces personnes qui originaires d'ailleurs, mais qui avons embrassé la France d'une manière ou d'une autre. Absolument. Nous nous sentons français à part entière. Et vous l'êtes. Et je crois que vous nous épaulez tout particulièrement dans cette période d'élection municipale, où vous soutenez aussi tous les candidats qui sont issus de la diversité. Absolument. Et je veille à ce qu'ils soient bien placés sur les listes. Un certain nombre d'entre eux seront même tête de liste. Et ensuite, je ferai le même travail pour les régionales et pour les législatives. Oui. Je voudrais qu'il y ait enfin un assez grand nombre de députés issus de la diversité. Ça va être plus facile qu'il y a 2 ans, parce que l'UMP a perdu 120 sièges
Et ce sont des sièges récupérables. Et j'ai obtenu l'assurance de Jean-François Copé qu'un certain nombre d'entre eux seront réservés pour des Français de la diversité qui se seront déjà imposés aux élections antérieures, municipales, régionales, etc. Et donc, il va y avoir une promotion, une possibilité de promotion, disons, pour les Français de la diversité au niveau du Parlement. Et puis pour la première fois, j'ai vu qu'il était organisé des sessions de formation, justement pour les candidats, parce que vous dites que c'est un travail de longue haleine. Oui, bien sûr. Il faut y aller par palier. Il faut y aller par palier. En général, on commence par être conseiller municipal, maire, et puis conseiller régional, ou général, et puis ensuite parlementaire. Quelquefois, on va plus vite, ça dépend. Moi-même, j'ai été député avant d'être maire et conseiller général, mais c'était quand même une exception. Normalement, il y a une voie que l'on suit. Et effectivement, avec Jean-Marie Sauger, on essaie de former tous ceux qui vont être candidats pour qu'ils soient le plus compétitifs possible. Alors, je crois que vous préparez aussi le grand retour, hein, comme on dit, le grand relooking du Conseil national, et que ça va se faire lors d'une grande soirée de gala. Oui, absolument, qui aura lieu avant la fin de l'année, probablement en novembre ou début décembre, pour relancer, pour faire connaître un peu le Conseil national nouveau, qui est vraiment consacré aux Français de la diversité, pas seulement dans la politique d'ailleurs, mais aussi dans l'économie, hein, dans la société. Il faut que les Français de la diversité, qui sont des Français comme les autres, puissent acquérir tous les postes qui sont en droit d'ambitionner. Et il faut les y aider pour ça, parce que quelquefois, il y a des réserves, des réticences, des amalgames, n'est-ce pas? Il suffit que la télévision ou Internet mette en valeur le fait que tel ou tel Français de la diversité, ou même pas français, parce qu'on assimile, c'est une erreur. Il y a un amalgame entre les Français comme les autres, et puis ceux qui sont encore étrangers. Certains d'entre eux deviendront français, mais tant qu'ils ne le sont pas, c'est quand même deux catégories différentes. Et mon souci, c'est de faire en sorte que l'opinion publique reconnaisse que les Français de la diversité apportent beaucoup à notre pays, que leur double culture est un bénéfice qui permet souvent des projets communs entre leur pays d'origine et la France. Et j'ai remarqué que beaucoup de Français de la diversité sont particulièrement motivés quand ils peuvent mettre en œuvre un beau projet dans leur pays d'origine grâce à tout ce qu'ils ont acquis en étant français. Alors, est-ce que ce Conseil national, est-ce que c'est pas ce que vous allez nous laisser de plus beau, je veux dire? Est-ce que c'est pas en quelque sorte votre bébé, l'œuvre que vous allez laisser? Si, parce que c'est un peu le couronnement de ma vie. Vous savez, quand on a lutté toute sa vie contre tous les racismes, je me suis occupé par exemple des Boat People en Asie, quand on a lutté contre et qu'on a la chance de travailler avec des Français qui viennent de tous les continents, c'est vrai que pour moi c'est un peu le couronnement d'une vie. Une vie politique qui est longue, qui a été longue puisqu'elle a commencé déjà du temps du général, mais qui s'est toujours poursuivie et que j'accomplis aujourd'hui avec bonheur avec les Français qui viennent d'un peu partout. Alors écoutez, je voulais juste, avant de vous laisser, parce que nous allons bien sûr bientôt accueillir Nathalie Kosciusko-Morizet, sous quel regard portez-vous sur cette rencontre qui va avoir lieu ce soir? Moi, je trouve que une de nos tâches principales, c'est de reconquérir des mairies. On en a perdu beaucoup. Il faut que l'UMP les reconquiert, que la droite républicaine soit beaucoup plus présente qu'elle ne l'est sur le territoire. Et Paris, bien sûr, s'impose. Et Nathalie fait une très belle campagne. Et je suis heureux de voir qu'un certain nombre de membres du Conseil national de la diversité seront candidats sur les listes à Paris et soutiennent de plus en plus, avec de plus en plus, je dirais, de conviction et de vigueur Nathalie. Et moi, je souhaite évidemment, elle ferait un très beau maire de Paris. Je suis sûr qu'elle serait très efficace. Et je fais le vœu très ardent. Et je la soutiendrai jusqu'au bout. J'étais avec elle à une réunion avec des Asiatiques il y a quelques jours, avec des Libanais il y a un mois, et aujourd'hui ce sont les Français d'Afrique subsaharienne. Eh bien, je ferai tout ce que je peux pour les mobiliser derrière Nathalie. Voilà, et puis je crois que nous sommes très nombreux aux côtés de Mireille, être membre du Conseil, être présent ce soir. Absolument. Et bien sûr, c'est grâce à vous aussi qu'on a eu envie de s'engager en politique.
Monsieur le ministre, je vous remercie de nous avoir honorés de votre présence. Merci de tout ce que vous avez fait pour la diversité. Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct d'IT Média Télévision, en direct avec Monsieur Olivier Stirne, président du Conseil national des Français pour la diversité. Nous allons nous retrouver régulièrement pour suivre un petit peu toutes ces municipales. Et puis, bien sûr, la grande rentrée, la grande manifestation, ce sera à la fin du mois de novembre, début décembre, à la mairie du 15e. Donc le système sera sur un système de réservation de places, de tables, voilà, pour venir assister à la rentrée, on va dire, à la rentrée du Conseil national qui a beaucoup d'ambition pour nous tous qui nous regardez. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à contacter nos sites itmediatelevision.com pour nous donner vos impressions. Et dans quelques minutes, Nathalie Kosciusko-Morizet va arriver dans ce restaurant du 14e arrondissement, le Sawa, restaurant camerounais, variété camerounaise, française et internationale, où nous l'attendons très nombreuses et très nombreux pour cette rencontre mémorable. Merci, Monsieur le ministre. Merci à vous, Angelina. Merci. Mesdames et messieurs, le moment tant attendu est venu. Alors, je suis obligée de m'improviser animatrice, puisque normalement c'était à Rudy de s'en occuper, donc en tant que journaliste pour IT Média Télévision. Rudy, tu es où, Rudy? Je suis là, j'arrive. Alors, la température qui est en train de chauffer. Alors, nous voulons montrer à Nathalie, notre sœur, notre mère. On va l'accueillir comme on se le doit à l'africaine. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Bienvenue au restaurant Le Sauvage. Bienvenue ce soir dans le 14e avenue du Maine. Voilà. À la camerounaise. Alors venez parce que moi, je ne vous vois pas. Alors, je ne vous vois pas, mais j'ai dit à Rudolph que j'allais vous toucher ce soir. Waouh! Alors c'est chose faite, Angelina, non-voyante. Journaliste non-voyante, il y a pire. Alors, écoutez, dans 2 secondes, je vous laisse le micro. Et je voulais tout simplement vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Je voulais vous remercier d'avoir accepté de venir à notre rencontre. Et comme on le fait à l'africaine, autour d'un petit verre, autour de 2-3 petites brochettes. Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus si nombreux. Donc, je suis Rudy Kazi. Donc, je fais partie de l'équipe de campagne de Nathalie, notamment dans le pôle réseau et communauté, chapeauté par Jérôme Perra, qui, je pense, va bientôt être là. C'est le quart d'heure d'Ordogno. Oui, voilà. Mais écoutez, je suis vraiment ravi de vous voir aussi nombreux pour cette rencontre avec Nathalie, ici au Sawa. Et aussi pour l'une des premières rencontres communautaires. Et Nathalie a choisi donc de rencontrer la communauté africaine, c'est pour dire l'intérêt qu'elle porte à cette belle communauté de la capitale, malheureusement quelquefois aussi oubliée. C'est donc pour moi une satisfaction, je pense pour elle comme pour vous tous qui êtes ici, parce qu'il est vrai que je me mobilise sur la campagne, notamment sur les questions de la diversité. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet est une femme brillante, intelligente, je pense que vous le savez, mais c'est surtout une femme qui est sincère, c'est une femme qui est à l'écoute. La sincérité est certainement de plus en plus rare en politique, mais elle est sincère, elle est à l'écoute des Parisiens, elle est à l'écoute de leurs problèmes, de leurs problématiques, de leurs aspirations. Elle est vraiment, je pense, la candidate qu'il faut. C'est aussi une femme d'expérience. Elle a été ministre, vous le savez tous, ce qui lui a donné aussi, je pense, la capacité de pouvoir mener à bien des grands projets. Et il me tarde de voir cette expérience au service des Parisiens. Et il est vrai aussi qu'au niveau de Paris, elle sait, et pour elle, Paris est une ville-monde, une ville multiculturelle. Et il faudrait aussi, et je pense que c'est son souhait, que Paris se serve de sa multiculturalité, se serve de sa richesse multiculturelle pour briller à travers le monde et au travers des nations.
je suis vraiment heureux de la compter parmi nous, qu'elle puisse rencontrer la communauté africaine. C'est vraiment une femme que j'apprécie particulièrement. Et pour en avoir discuté un petit peu avec toi, je sais que tu es sensible aux aspirations et aux problématiques de la communauté africaine. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous demande, ici présent, de bien vouloir réserver encore un tonnerre d'applaudissements à Nathalie Kosciusko-Morizet. Rudy a proposé de lancer cette rencontre avec l'aide, je le sais, de beaucoup d'entre vous, avec l'aide Olivier, je vous remercie ta présence et ton réseau. Pas une seconde, moi j'ai hésité, parce que je fais confiance à Rudy, parce qu'on a déjà monté des belles choses ensemble. Tu sais, je suis retournée à la Créole. Oui. Il avait, et comme ça, sans prévenir, avec mon mari, un soir, on est allé prendre un crabe farci. En arrivant, je n'avais pas prévenu mon mari que j'étais déjà passée, je tombe sur une photo de moi avec le patron à côté, encadré. Alors bon, il est tolérant, le patron a été... mais voilà, ça se passe bien, on réussit à monter des belles choses ensemble, et tout ça pour passer un message qui est celui que j'avais passé ce soir-là, qui est celui que je voudrais échanger avec vous ce soir, avant de vous passer le micro, parce que c'est pas une harangue, c'est un échange, qui est que moi, je crois que Paris se gagne au cœur. L'autre jour, je faisais un déplacement et il y avait des journalistes qui me harcelaient avec des caméras, avec des questions du genre, mais est-ce que la campagne va se jouer à droite? Est-ce que la campagne va se jouer à gauche? Mais je finis par m'énerver, j'ai dit, écoutez, Paris ne gagne pas à droite ou à gauche, Paris se gagne au cœur. Voilà. La question c'est qui aime Paris, qui veut faire en sorte que Paris soit aimé, aimable, parfois à nouveau aimable, qui veut faire en sorte qu'on s'y sente bien. Il y a eu une époque où tout le monde se sentait bien à Paris. Il y a eu une époque où les communautés trouvaient leur place. Il y a eu une époque où chacun avait l'impression que c'était à la fois la réussite, le bonheur, la vie, parfois la fête qu'on pouvait venir chercher à Paris. C'était un peu l'époque de Chirac quand même, hein, oui. Disons-le. Et je trouve que de ça, il manque un peu en ce moment. Alors, c'est pas qu'on fait plus du tout la fête, mais enfin la fête, même la fête parfois, elle est presque triste. C'est pas qu'il n'y a plus de boulot, mais enfin, malgré tout, Paris est frappé par la crise, comme le reste de la France. C'est pas qu'on se sent pas bien partout, mais enfin il y a des endroits où quand même on se sent mal, il faut le dire. Bref, il y a bien des choses à faire. Il y a des choses avec Delanoë, premier mandat notamment, on a aimé, on n'a pas aimé, bon. Mais le sujet c'est plus ça maintenant. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on donne un nouveau souffle? Et comment est-ce qu'on fait en sorte que Paris, ça redevienne d'abord cet endroit où on monte, d'où que ce soit en France et parfois à travers le monde, on monte à Paris. Et on monte à Paris pour y chercher quelque chose. Paris, c'est une ville comme toutes les autres et on attend du maire la même chose que partout. On attend la sécurité, on attend la propreté dans les rues, il y a un peu de boulot, on attend le logement, on attend du travail. Bon. Mais Paris, c'est plus que ça. On se bat pour venir à Paris et c'est se battre, hein, parce que pour se loger à Paris, faut quand même se lever. On se bat pour venir à Paris parce qu'on est fiers de Paris, parce qu'on est fiers d'être parisien. Parce que même quand on n'est pas tout à fait parisien et qu'on est à l'étranger, même quand on habite juste de l'autre côté du périphérique et qu'on vous demande « T'habites où ?» Tu dis quoi ? Pareil. Pas fou. Non, j'ai rien contre Pantin, Aubervilliers ou Montrouge, hein. Soyons clairs. N'empêche que Paris, c'est Paris, quoi. Cette fierté, il ne faut pas qu'on la perde. Il faut qu'on la cultive. Il faut qu'on l'alimente. Il faut qu'on lui donne toujours plus d'épaisseur. Il faut que ce soit évident, en fait. Moi, je voudrais qu'on revienne à cette époque où et elle est devant nous en fait, parce que c'est pas un retour en arrière que je vous propose, c'est aller de l'avant. Où quand on dit j'habite Paris, je suis parisien, là vous avez l'œil qui se met waouh.
Et waouh, parce que derrière, il y a plein de choses. Parce que derrière, il y a une ville qui crée. Parce que derrière, il y a une ville dans laquelle ça bouge. Parce que derrière, il y a une ville dans laquelle on a envie de venir étudier. On a envie de travailler. On a envie d'avoir sa famille. On a envie de venir dans des expos. On a envie de sortir. Ça passe par plein de petites mesures. Et je ne vais pas vous faire une liste de toutes les mesures. Ça passe par des choses très simples. Je parlais de la propreté. C'est un vrai sujet, hein. Oui. Franchement. C'est un vrai sujet. Parfois, on a un peu honte par rapport aux touristes, notamment par rapport aux étrangers. On pourrait parler de la sécurité. Et ils sont marrants, là. On en a quelques-uns, là, des bien-pensants qui habitent des quartiers du centre, des quartiers pas trop problématiques, et qui, quand on parle de sécurité, font on parle de sécurité. Ils viennent en sport porte de vendre, hein, et puis on en discute après. On parle des choses du quotidien. On parle d'emploi, on parle de boulot, on parle de création d'entreprise. Les sortants, ils nous disent « Ah, il y a un peu moins de chômage à Paris qu'ailleurs en France. » Ouais, c'est vrai, il y a 1% en moins. Enfin, ça suit la même évolution qu'au niveau national. Ça fait plus 8% en un an. Ça veut dire que l'inquiétude de perdre son boulot ou de ne pas réussir à en trouver, elle est la même pour tout le monde, à Paris et ailleurs. Et à Paris, elle est peut-être encore un peu plus forte, parce que de Paris, on attend tellement. On attend tellement plus. Voilà. Voilà ce que je voudrais dire. Finalement, passer comme message, c'est que on attend tellement plus de Paris, et Paris peut donner tellement plus. Paris, c'est un capital. C'est un peu à chacun d'entre nous, et parfois aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu sous-exploité. Alors moi, je voudrais que la campagne, elle ressemble à ça. Elle ressemble à ce désir retrouvé de Paris. Qui est beaucoup de sentiments dans la campagne. Là en face, ils voudraient nous enfermer dans des chiffres, dans des chicayas, dans des polémiques. Ça ne m'intéresse pas trop. Pour moi, je le redis, je le disais tout à l'heure, la campagne, elle se gagne au cœur. Et le cœur, redit, il est forcément avec vous tous. Il est avec, il est avec ceux qui savent partager de l'émotion. Il est avec ceux qui savent aussi que la vie, elle est parfois difficile. Il est avec ceux qui ont eu, parce que c'était leur parcours, l'expérience d'arriver d'ailleurs, d'être accueillis, de devoir se battre pour faire sa place, qui savent que ce qu'on acquiert soi-même en se battant, ça a beaucoup plus de valeur que ce que les autres vous donnent. Parce que c'est comme ça, parce que c'est ça la réalité de la vie. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire une primaire avec les Parisiennes et les Parisiens, pour qu'ils me choisissent comme candidat. Bon, à gauche, elle a voulu être choisie par 100 ans, ça la regarde. Mais moi, je sais, et je sais avec vous, que ce qu'on gagne dans la vie, ce qu'on gagne soi-même, ça a beaucoup plus de valeur que ce que les autres vous donnent. C'est juste pas pareil. Ça a plus de valeur, et j'ose le mot, ça a plus de saveur. Ça a du goût. Voilà, ça a du goût. C'est le goût de la vie. Mais pas seulement les Africains, en particulier les femmes. Parce que, pardon messieurs, je fais une incidente, mais les femmes en particulier, elles savent ça. Ce qu'on gagne dans la vie, ce qu'on arrache soi-même, parfois c'est un peu plus dur pour les femmes. Ce qu'on arrache soi-même, on le porte en soi, on en sort grandi, et c'est juste pas du tout la même chose que ce qu'on voudra donner. De temps en temps, on aime bien qu'on vous donne quelque chose, hein, je veux dire. De temps en temps, quand la vie aide un peu et quand on a de la chance, c'est pas mal non plus. Mais enfin, quand on doit se battre, et on doit se battre. On doit se battre quand on est une femme, on doit se battre quand on est issu d'Afrique, on doit se battre quand on est d'une manière ou d'une autre vécu comme différent, dérangeant. Je dis quand on est une femme dans le milieu politique, une femme elle dérange forcément. Mais dans la vie, quelqu'un qui vient d'Afrique, et forcément ça se voit, il dérange aussi. Il dérange aussi. Quand on dérange, on se bat plus. Alors, ce qu'on gagne, évidemment, il a beaucoup plus de valeur, il a beaucoup plus de saveur. Et puis, quelque part aussi, on a une valeur ajoutée un peu particulière, parce que comme on s'est beaucoup battu, on sait le prix de ces choses-là, et on a quelque chose de plus, je dirais, à partager. Voilà, je voulais vous dire tout ça, et puis ce que je vous propose, c'est de passer le micro à ceux qui voudraient dire un mot, et puis aussi de continuer la discussion de toute façon, parce que j'ai compris qu'il y avait quelques brochettes, et c'est important aussi de se nourrir. Hein, voilà, des gens, l'autre jour, il y a une dame qui m'a croisée sur le marché, qui m'a dit, mais vous êtes toute belle, vous êtes anorexique. Je lui ai dit, mais non, je mange tout le temps. Je n'ai pas le temps de dormir, croyez pas. Moi, je suis comme Rudy, je mange tout le temps, et je ne grandis pas. Voilà. La parole est à vous, et merci encore à tous d'être aussi nombreux. Merci à tous de tout ce que vous faites dans cette campagne qui va être une belle aventure.
Alors, donc, on va partir sur un temps de questions-réponses, d'échanges. Olivier Stirn, tu voulais dire quelques mots? D'accord. Pour qu'on puisse ensuite aller sur un petit temps de questions et de réponses. Il y a des gens qui viennent de différents milieux sociaux, différentes catégories professionnelles, donc on aura aussi le temps de pouvoir échanger avec Nathalie. Merci. Je ferai deux observations simplement. La première, c'est que Nathalie, elle apprécie la diversité. Moi, j'ai déjà été avec toi, avec des Asiatiques, avec des Libanais, et à chaque fois, on sent qu'elle est heureuse d'être avec les Français de la diversité. Et aujourd'hui, ce sont des Français d'Afrique, et eux, ils apportent beaucoup à Paris et à la France. Quand il y a du sang noir, je le disais autrefois au pasteur Martin Luther King, que j'ai connu en 63, il y a plus de dynamisme. Il y a plus de dynamisme. Et c'est vrai que, regardez, en Amérique du Sud, le pays le plus dynamique, c'est le Brésil, parce qu'il y a eu un apport de Français venant d'Afrique très important, et qui jouent un rôle très actif dans la vie du Brésil. Bien à Paris, ce sera la même chose. Les Français d'origine africaine vont apporter quelque chose, leur joie de vivre, leur force de vie, qui est quelque chose de fondamental. Et puis, une autre observation que je peux faire, c'est que, moi qui suis un ancien, j'étais déjà député sous De Gaulle, ce serait pour moi magnifique de voir une femme comme Nathalie, maire de Paris. Je trouve que franchement, dans la longue vie de Paris, avoir à la tête de la ville une femme de sa qualité, pour nous tous, ça serait quand même quelque chose de magnifique. Alors continue d'être. Merci. Merci Olivier Stirn pour cette intervention. Alors, qui voudrait... D'accord, bon, allez, quelques mots pour Stéphane. Non, mais moi j'aimerais juste dire quelques mots et puis poser une petite question. Les premiers mots vont avec Nathalie qui est notre candidate. Moi je suis très très heureux que tu sois notre candidate parce que tu incarnes tout ce qui est renouveau, énergie, engagement et je pense que tu incarnes aussi tout ce qui a du cœur et on en a besoin à Paris quand on voit à gauche ce qui se passe avec une femme qui est plutôt une héritière alors que toi tu as franchi le combat des urnes, on est très fiers de t'avoir et je pense que tous les Français de la diversité qui sont là aujourd'hui t'apportent un soutien et comme tu disais si bien tout à l'heure, une campagne ça se gagne avec du cœur, nous qui sommes Français de la diversité nous avons du cœur et nous allons donner notre cœur pour toi, pour t'aider à gagner Paris. Merci. J'ai juste une dernière question, c'est par rapport à ce qui se passe, par rapport au travail du dimanche. Moi une question de Parisien, je trouvais ça bizarre que sur les Champs-Élysées, on a un trottoir à gauche qui soit ouvert le dimanche et un trottoir à droite qui soit fermé. C'est encore une aberration socialiste, mais est-ce que tu penses qu'on pourra faire changer ça? Parce que les touristes ne comprennent pas qu'à gauche soit fermé le dimanche et à droite ouvert sur la même avenue, dans la même ville, dans un pays qui est quand même la 5e puissance mondiale. Bon, merci à toi. Et moi, je vais dire un mot sur le travail le dimanche. Moi, j'ai un point de vue très arrêté sur le sujet et je respecte ceux qui ont un point de vue différent comme en tout. Mais ce que je crois, c'est que dans une ville comme Paris, c'est vraiment une pitié et c'est vraiment dommage de voir les touristes, notamment chinois, errer avenue Montaigne, au rue du Faubourg Saint-Honoré, le dimanche, avec les sacs pleins de sous, et finalement se faire entraîner à Londres pour les y dépenser, plutôt que de créer de l'activité et de l'emploi chez nous. Ça nécessite absolument aucun changement de la loi. C'est une simple signature du maire de Paris de définir des zones dans lesquelles les boutiques ont le droit d'ouvrir le dimanche. Et depuis des années, il ne veut pas les changer sur des mauvais arguments. Il dit que c'est un problème de syndicats. Et c'est les syndicats nationaux. Parce que les syndicats locaux et les salariés, ils sont demandeurs. Le travail le dimanche, c'est forcément volontaire. Quand c'est dans les zones au sens de la loi de 2009, c'est payé double. L'autre jour, je suis allée à Bercy Village pour voir des gens, des chefs d'entreprise qui voulaient travailler dimanche et qui étaient obligés de fermer. J'ai vu le patron une boîte de skate. Dis-moi, à l'époque on pouvait ouvrir, on était 18 salariés, aujourd'hui on est 13. C'est 30% de chiffre d'affaires hebdomadaire la différence. Probablement l'équilibre de ma boîte et va pas, avec la crise, plus la fin du travail le dimanche, parce que ça a été fermé, ça avait été ouvert à une époque, on va devoir arrêter. J'ai vu le patron de la FNAC. Ce jour-là, il était ouvert le dimanche parce qu'il avait fait une animation BD pour
pour avoir droit à une ouverture exceptionnelle. Mais il me dit, moi, quand j'ai lancé la Fnac Bercy il y a 2 ans, j'avais la promesse qu'on pourrait ouvrir le dimanche. Donc j'ai fait un grand magasin, dimensionné sur la taille d'un chiffre d'affaires que j'ai pas aujourd'hui, et je sais pas si je vais pouvoir tenir. J'ai vu des salariés à la Fnac Bercy. Ils m'ont dit, ce que j'ai vu, c'était des étudiants. Ils m'ont dit, mais attendez, nous, on doit travailler, on doit bosser pour payer nos études. On préfère bosser le dimanche, payer double, qu'en semaine, avec des horaires compliqués, où c'est très fatigant, et parfois ça nous oblige à sauter des cours, et c'est payé simple, c'est pas payé double. Donc pour nous c'est intéressant. Et le patron de la FNAC il me disait, écoutez, en termes de demande, la question de savoir si les gens vont être volontaires ou pas, les socialistes disent, ah peut-être qu'ils ne seront pas volontaires, c'est un faux débat. Il y a beaucoup plus de gens qui sont demandeurs de job le dimanche, donc de gens qui sont volontaires, que de possibilités aujourd'hui. Alors moi je propose d'avoir une extension de zone, on ouvre les grands magasins, on ouvre les grands boulevards, on ouvre Bercy Village, on ouvre le centre commercial du Palais des Congrès, on ouvre sur les rues du luxe, et c'est sur la base du volontariat. Ceux qui souhaitent conserver le repos dominical, ce qui est bien normal, et moi aussi j'ai des enfants, et voilà, c'est un choix, ça peut être un choix de vie, c'est pas forcément d'ailleurs le même choix toute la vie, ça peut être un choix différent à différents moments de la vie. Mais écoutez, on a travaillé à partir des chiffres de la Chambre de commerce et d'industrie à Paris, c'est 10 000 emplois tout de suite, 10 000 emplois. Voilà, on a la crise, est-ce que vraiment on peut renoncer à ces 10 000 emplois ? 10 000 emplois, pas des emplois très qualifiés, des emplois dans le commerce, des emplois qui aujourd'hui sont des gens qui n'ont pas et qui peinent. Voilà, 10 000 emplois, on ne renonce pas, et je trouve que le fait que les socialistes veuillent y renoncer comme ça par dogmatisme est scandaleux. Et au passage, j'en profite pour dire un mot, c'est un sujet différent, mais c'est pas loin quand même, sur le travail, le soir, l'ouverture du Sephora des Champs-Élysées. Écoutez, les Sephora, comme les Monoprix maintenant, là, ils veulent les fermer à 21h. Pour les gens qui travaillent, pouvoir aller au Monoprix après 21h, là aussi, ça s'organise à l'intérieur de l'entreprise, c'est quand même pas aberrant. Et le Sephora, les Champs-Élysées, ils nous disent, l'ouverture des commerces le soir, c'est un problème de voisinage. Alors je vais vous dire, moi je connais bien le sujet, sur les Champs-Élysées, il y a 3 personnes qui ont leur adresse. 3 personnes seulement qui habitent les Champs-Élysées. Donc on ne nous dise pas que c'est un problème de voisinage, c'est pas ça le sujet. C'est tout simplement que c'est encore un truc dogmatique. Voilà, une ville, une capitale comme Paris, elle doit pouvoir vivre, elle doit pouvoir bouger, et c'est une chance pour tout le monde. Bien, vous voyez que notre candidate est pleine de propositions. Hein. Alors nous allons procéder à un temps de questions-réponses. Manifestez-vous, hein, tout simplement. Voilà, ok, Tilangal, ok. Bien sûr. Alors, moi j'admire beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet depuis la campagne qu'on a menée quelque part pour Nicolas Sarkozy. Je fais partie de cette génération de femmes dynamiques qui veut que ça bouge, qui veut que les choses évoluent positivement pour les enfants. Je suis mère. Alors ma question va dans le sens suivant. Que pouvez-vous dire sur le changement de rythme scolaire? Depuis que la gauche est arrivée, un petit mot oui, que tout le monde entende, depuis que la gauche est arrivée, on a l'impression que ça tâtonne à gauche à droite. Il y a de l'amateurisme quelque part, et j'aimerais vraiment que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez à ce sujet. Voilà, j'ai fait très court. Merci. Tu as fait court. Alors mais c'est le sujet du jour. Ouais. Ils ont voulu mettre en œuvre de manière anticipée, alors que c'était pas prêt, la réforme de ministre de l'Éducation nationale pour faire plaisir à François Hollande. C'était pas prêt. La plupart des grandes villes socialistes l'ont pas mis en œuvre cette année. Mais à Paris, ils voulaient être les meilleurs élèves d'une mauvaise réforme. Parce que moi, je pense que c'est une mauvaise réforme. Et du coup, ils ont mis en place un truc qui tient pas debout. Il y a des problèmes de critères de choix des animateurs. On ne sait pas exactement quelle est la formation des animateurs. Il y a des problèmes de locaux. Parfois, il y a des problèmes de sécurité, avec des quiproquos et des enfants qui se retrouvent dans la rue à la porte de l'école à 15h. Il y a des problèmes de qualité et d'intérêt des animations.
Je vous donne juste un exemple, pardon, c'est un exemple un peu personnel. Nous, on a 2 enfants, un qui est en CE2 et un qui est en moyenne section. Bon. Celui qui est en moyenne section, j'ai enfin, ils sont dans une école pas loin en bas du 14e, j'ai enfin découvert vendredi ce qu'il faisait pour les rythmes scolaires. 2 fois 1h30 par semaine, il fait éducation nutritionnelle. Avec une ASEM, et ça consiste à colorier des carottes. Je suis sûre, la directrice est très bien, le maître, parce qu'il a un maître, est très bien. Je suis sûre que l'ASEM fait de son mieux. Mais si vous voulez un petit 4 ans qui 3 heures par semaine colorie des carottes, c'est quoi la valeur ajoutée de l'activité? Le pire, c'est que tout ça, ça coûte très cher. Parce qu'en fait, ça coûte plus de 50 millions d'euros à l'année. Donc on résume. À mon avis, ça apporte rien en termes de rythme. Parce qu'au lieu d'alléger les semaines, en fait, on les alourdit. Les enfants sortent toujours aussi tard, mais en plus, ils reviennent le mercredi matin. Ça apporte rien en termes de qualité éducative, de contenu éducatif. Et en revanche, ça coûte cher parce que les 50 millions d'euros, il y a bien quelqu'un qui va devoir les payer au bout du compte. Et celui qui paye toujours in fine, c'est le contribuable. Vous savez, il y avait une phrase comme ça de Audiard, il disait les bêtises c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. Voilà, à mon avis, ça va être à la fois une bêtise et un impôt. Alors moi je demande au gouvernement de reprendre ce sujet. S'ils ne veulent pas annuler la réforme et que je suis élu maire de Paris, je prendrai, tant pis, ce sera dans le cadre de la loi, on ne pourra pas revenir sur la loi, mais je prendrai 3 mesures. D'abord, je veux qu'on sache qui s'occupe des enfants. Donc je veux qu'on connaisse les diplômes. Le matin, quand on emmène les enfants à l'école, on les confie à un prof de l'éducation nationale, on lui fait confiance. Il a un diplôme, il est inspecté, il est dans une équipe pédagogique, mais la mairie, elle le transfère le soir, le petit, à quelqu'un, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas sur quel critère il a été choisi. Moi, je veux savoir comment il a été choisi. Je veux que les activités soient utiles. C'est pas pareil de faire pâte à sel, ou de dessiner des carottes, ou de faire initiation aux langues, ou numérique. Et tant qu'à faire, il faut que ce soit utile, notamment dans une perspective d'égalité des chances. On ne dépense pas 50 millions d'euros par an sans projet pédagogique, sans idée de à quoi ça va servir. Et puis la dernière chose, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de mépris des professeurs derrière tout ça. Parce que les professeurs, ils ont passé des concours. Alors parfois ça arrive qu'on s'énerve sur un professeur, n'empêche que ils ont passé des concours, ces gens-là. Et à l'heure où les profs devraient être dans la classe, on met des animateurs dont on ne sait pas quelle formation ils ont, pour produire des activités qui ne sont pas forcément en cohérence avec ce qu'on apprend aux enfants le reste de la journée. Je trouve que c'est pas correct. Et donc je trouve que les enseignants doivent avoir un droit de veto, ils doivent avoir le droit de choisir, ils doivent avoir le droit d'orienter les activités qui sont proposées aux élèves. Ça me semble être la moindre des choses et le moindre des respects qu'on doit à des gens qui ont passé un concours et pour lesquels, pour beaucoup d'entre eux, c'est vraiment une vocation. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Michel Jetin, c'est ça? Pour une question? Ok. Bonsoir, donc je suis le président du CRAN. Nous avons 2 questions. La première sera portée par Thiaba Bruni, qui est notre porte-parole, et la seconde par Wissem Yanoussi, qui est notre vice-président chargé des relations avec l'Afrique. Bonsoir, donc Thiaba Bruni, porte-parole du CRAN. Alors, je profite de l'occasion qui m'est offerte ce soir pour vous remettre en main propre la Convention pour l'égalité politique du CRAN. La voici. Alors, il s'agit d'une plateforme de propositions qui couvre des champs aussi variés que les services publics, le logement, l'éducation, l'économie, qui a pour objectif, d'une part, de lutter contre les inégalités flagrantes qui existent entre les différents citoyens français, d'autre part, de favoriser l'intégration des citoyens français, quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau, et enfin de lutter contre les discriminations. Je pense sincèrement qu'il serait temps que les politiques qui sont mises en œuvre en France soient à la hauteur des valeurs qui sont prônées par la République. Et en disant cela, je pense tout particulièrement au principe d'égalité entre les citoyens, qui est sans cesse bafoué. Je souligne en passant que les Français originaires des anciennes colonies françaises ne sont toujours pas reconnus à l'heure actuelle en France comme des Français à part entière. Et nous sommes les premières victimes des discriminations et des inégalités. Alors, cette convention, elle est proposée à tous les partis politiques républicains, de gauche et de droite. Elle a été proposée à l'UMP et nous attendons actuellement la réponse qui nous sera donnée. Et d'autre part, nous sollicitons toutes les têtes de liste, enfin les têtes de liste pour les municipales des 50 villes les plus importantes de France,
afin de leur demander de s'engager à soutenir ces propositions qui ont pour objectif principal de permettre la justice et plus d'égalité entre les citoyens. Et moi, j'aimerais vous interpeller sur un point particulier de cette convention, qui est la représentation de la diversité sur votre liste. Le CRAN a mené une étude sur la représentation de la diversité aux élections législatives, et il faut savoir que les candidats issus de la diversité à l'UMP ne représentaient que 2,5% de l'ensemble des candidats, et c'est bien peu. Donc nous considérons qu'en deçà d'une certaine représentation, les listes qui sont proposées, lorsqu'elles ne représentent pas suffisamment la diversité, elles ne sont pas à l'image de la société française, et je voudrais savoir ce qu'il en est de votre propre liste. Alors, est-ce que Nathalie répond? Et puis, je pose ma question, alors je la pose dans la foulée. Alors, je suis Guy Samuel Numsi, le vice-président du CRAN en charge des relations avec l'Afrique. Je ne vais pas être trop long parce que Thiaba a déjà posé, bien sûr, un certain nombre de questions pour lesquelles, bien sûr, vous n'hésiterez pas à nous apporter des éléments de réponse. Mais ce sur quoi je voudrais intervenir ce soir consiste surtout le rapport, parce que j'ai entendu tout à l'heure que Paris était un moment. Et ce que je voudrais savoir, chère Nathalie, que nous avons, avec qui nous avons déjà discuté par ailleurs sur un certain nombre de sujets, notamment dans le 78, et je profite également pour préciser que j'ai été un des délégués de la 11e circonscription pour l'UMP. Donc ce que je voudrais savoir ce soir en tant que vice-président du CRAN en charge de relations avec l'Afrique, c'est quel est le rapport, Nathalie, que tu te fais entre la France et les pays africains? Ça fait beaucoup de questions. Bon, d'abord, là, sur la convention, il y a une vingtaine de mesures. Donc, si vous voulez bien, je prendrai le temps. D'ores et déjà, il y a des choses auxquelles j'adhère totalement et des choses sur lesquelles, moi, je ne suis pas d'accord. Donc on aura l'occasion d'en parler. J'adhère totalement sur la question de faire entrer sur les listes des personnes issues de la diversité. Et ça fait partie, et Jérôme Perrin qui est derrière et qui s'occupe avec moi de la constitution des listes le sait bien. D'ailleurs, j'ai pris un Amstrad d'hiver lui-même, puisqu'il est de Dordogne, provincial. Au-delà de la plaisanterie, je veux dire, c'est vraiment un enjeu. Un enjeu, pas seulement d'ailleurs pour tout de suite, c'est un enjeu dans la durée, parce qu'en fait il s'agit, on sait bien, les parcours ils se construisent dans la durée, dans la vie politique, donc de faire émerger des personnalités et de pouvoir après, de faire pépinière aussi, de pouvoir leur donner plus d'ampleur. Après il y a des choses auxquelles j'adhère pas, je le dis clairement. Par exemple, moi j'ai jamais été pour le droit de vote des résidents non communautaires pour les élections locales, parce que je suis très attachée à l'idée que le vote va avec la nationalité. C'est vraiment quelque chose qui et une partie de ma famille est d'origine étrangère, si vous voulez, mais pour eux à l'époque ça passait par l'acquisition de la nationalité. Je pense que ça a du sens et que ça garde du sens. Pour moi c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, mais on pourra en parler et je répondrai sur les différents points. En tout cas, sur la place et l'émergence, j'insiste, et dans tous les arrondissements, parce que de la diversité et des diversités. Par exemple, je voudrais qu'on sorte de l'idée, et je le dis cash, qui est un peu commune dans les partis politiques, qu'on prend souvent une femme issue de la diversité parce que ça fait deux diversités en un. Vous savez, c'est la fameuse blague de Roselyne à propos de Rama, mais il y avait quelque chose de vrai. De dire, voilà, on essaye d'avoir toutes les diversités sur la même personne parce que ça permet de remplir, entre guillemets, tous les... Ça va pas, si vous voulez. Il faut que les hommes issus de la diversité, là c'est moi qui les défends, il faut que les hommes issus de la diversité, ils trouvent aussi leur place, quoi. Et la diversité, ça veut rien dire, c'est les diversités. Donc il faut qu'à travers les listes, chacun sente que il a sa place dans Paris, il est accueilli, il est. C'est pas avoir son représentant, parce que c'est pas des quotas, chacun aura pas son représentant, c'est que chacun puisse se sentir concerné, puisse avoir l'impression que, bon, dans sa variété, la liste reflète quelque chose, dit quelque chose de la société. Ça, j'adhère vraiment beaucoup à ça, et j'adhère tellement que c'est quelque chose que j'ai mis en œuvre, moi, quand j'ai été élue à Longjumeau, ville dont j'ai été maire, élue en 2008, sur la liste en 2008,
Juste derrière moi, il y avait Olivier Segro, je fais sa pub. Olivier est d'origine béninoise. Il a été tout de suite adjoint au social. Et il y avait, je pense, entre un quart et un tiers des élus qui étaient issus de la diversité et qui ont eu des postes d'adjoints. Certains qui ont commencé comme conseillers délégués, Ahmed Bozaoui, origine marocaine, commencé comme conseiller délégué, aujourd'hui adjoints, d'autres qui ont été adjoints tout de suite comme Olivier, d'autres qui sont aujourd'hui conseillers délégués après avoir été simples conseillers municipaux. Donc j'ai essayé de créer des parcours pour que chacun puisse trouver sa place et je crois que ça se passe bien. Sur la question de la relation avec l'Afrique, oui. Je vais vous raconter un truc qui m'a beaucoup frappé. Je travaille beaucoup sur l'économie numérique parce que je suis absolument convaincue que c'est là, dans les nouveaux secteurs d'activité et singulièrement dans une grande ville sur l'économie numérique, que se créent aujourd'hui des emplois qui a la plus grande créativité. C'est là que ça se passe. Et je discutais l'autre jour avec des investisseurs, donc, pas du tout issus de la diversité et pas du tout militants politiques, enfin des gens qui étaient vraiment dans le milieu du business, à s'occuper de business. J'essayais de comprendre finalement ce qui pouvait les attirer, ce qui pouvait faire la différence pour Paris. Et ils m'ont dit un truc. Ils m'ont dit, ce qu'il y a d'intéressant à Paris, c'est ce côté Villemont. Et aujourd'hui, les zones à forte croissance et les zones où il y a le plus d'innovation en matière de numérique, d'innovation sur les usages notamment, c'est Afrique et Moyen-Orient. Et Paris devrait non pas essayer de faire tout comme tout le monde essaie de faire tout partout. Il y a un moment où il faut avoir des zones d'excellence, mais il me disait, ces investisseurs, ce serait particulièrement intéressant que Paris cherche à creuser dans sa relation privilégiée avec l'Afrique des innovations d'usage dans le domaine du numérique. Et ça m'a rappelé un déplacement que j'avais fait quand j'étais ministre du numérique. J'avais fait un déplacement en Afrique et j'avais notamment pu constater, puis on avait essayé de les développer, le très grand nombre d'usages, parfois dans des endroits complètement inattendus, d'usages numériques avancés, parce que c'était parfois des populations qui étaient passées directement au téléphone portable, en fait sans passer par le téléphone fixe. Je vous donne un exemple, dans un marché, mais vraiment au fin fond de nulle part, des paysans qui vendaient leurs matières premières, qui avaient les cours en direct sur le téléphone portable, ce qui est quelque chose que vous ne voyez pas sur un marché en France. Moi, j'ai jamais vu en France un vendeur sur un marché suivre les cours sur son téléphone portable. Là-bas, oui, il y avait une espèce de marché immédiat qui s'était créé, donc des usages extrêmement sophistiqués, et qui s'était créé notamment du fait qu'on était passé tout de suite au téléphone portable. On n'était pas passé par l'étape filaire. Le numérique, c'est ça qui est formidable. On peut sauter très vite des étapes, parce que comme ça change tellement vite, comme il y a tellement vite des nouveaux équipements et des nouveaux usages. Et je pensais à ça, donc, à propos de votre question. Pour moi, pas seulement pour moi, tous les grands économistes aujourd'hui le disent, la prochaine grande réserve de développement, en fait, c'est l'Afrique. Et c'est pas l'Afrique pour les matières premières, ou c'est pas ça. C'est l'Afrique pour forme d'ingéniosité, de nécessité aussi. Mais la nécessité crée, c'est le besoin qui crée l'innovation. Et je pense que plutôt que de tourner, parfois comme on est tenté de le faire, l'épaule aux liens qui existent à travers l'histoire avec l'Afrique, savoir les reconnaître et les vivre comme une chance, et en faire une chance, ça s'organise, notamment dans ces domaines-là, ce serait vraiment gagnant-gagnant. En tout cas, en matière de numérique et en matière d'innovation d'usage sur le numérique, j'en suis convaincue. Je fais une incidente, c'est quelque chose que j'ai aussi rencontré sur l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour développer les énergies renouvelables, on a un problème, c'est la concurrence avec des énergies très centralisées. En France, mais aussi dans tous les pays européens, on a souvent des systèmes de production très centralisés. Centrales nucléaires avec des gros réseaux électriques derrière. Et c'est vrai que le développement des énergies renouvelables dans ce contexte, ça pose des problèmes de raccordement au réseau, d'équilibre du réseau, c'est pas simple. Dans des pays qui n'ont pas de système de production électrique centralisé, qui n'ont pas les lignes à très haute tension, qui spontanément allaient vers les énergies renouvelables, parce qu'il n'y a pas le coût de développement du réseau, c'est plus rentable.
c'est plus rentable. Vous regardez ce qui s'est fait, alors c'est vrai dans les îles par exemple, vous regardez ce qui s'est fait dans les îles de l'océan Indien, spontanément, des îles qui n'avaient pas de système d'énergie centralisé, qui sont passées aux énergies renouvelables. Chez elles, c'est plus rentable, parce que l'énergie renouvelable, elle est décentralisée. Vous avez vos panneaux solaires, vous avez vos éoliennes, elles sont à côté de chez vous, c'est les petites unités de production. Vous n'avez pas besoin de créer des lignes à très haute tension avec tous les problèmes paysagers que ça crée. Tout de suite, c'est rentable. Et là aussi, donc je vois sur le numérique ce que j'avais déjà vécu sur l'écologie. En fait, parfois ne pas avoir les infrastructures de base, ou toutes les infrastructures de base qu'on voudrait, à un moment où il y a plein d'innovations technologiques qui arrivent, à un moment où l'humanité est en train de basculer vers autre chose, ça peut être une chance. Parce que ça permet de passer tout de suite à autre chose, sans heurter des lobbies installés, quoi, pour dire les choses. Voilà ce que je voulais dire. International soi-disant, recomptons les voix. On a choisi de tuer plus de 3000 Ivoiriens pour résoudre ce problème. Je voudrais simplement que vous nous disiez quelle est votre position, surtout que vous avez été porte-parole de Nicolas Sarkozy, qui est à la tête de ceux qui ont organisé ce massacre. Je vais vous faire une réponse très calme. Je ne parle pas des choses que je ne sais pas. J'ai suivi, comme vous, ce sujet-là, mais vous l'avez suivi de près, manifestement, et je sens bien que vous êtes très, très intimement concernés, et c'est bien, voilà, c'est bien normal, et je le comprends, et je le respecte tout à fait. Moi, j'ai lu dans la presse. Je ne peux pas prétendre que je connais pas ce sujet. Je m'en suis jamais occupée, ce n'est pas dans mes fonctions ministérielles. Donc, je pourrais vous faire une réponse diplomatique, mais je vous la fais même pas. Je ne veux pas parler d'un truc que je connais pas et que j'ai pas lu autrement que dans les pages, en l'occurrence Diplo, du Monde ou du Figaro. Je vais pas vous raconter une salade. J'ai dans mes collaborateurs des gens qui s'y connaissent plus et qui éventuellement pourront en discuter avec vous. Et ils auront probablement pas le même point de vue. Mais voilà, je veux pas rentrer dans les détails. Là, je sais pas faire. Vous me demandez quelque chose que je sais pas faire. Il y a des sujets sur lesquels je peux vous donner un point de vue. Sur ce sujet-là, j'ai pas l'expertise pour le faire. Bien. Écoutez, je vous remercie pour ce temps. Alors, on prendra vraiment une dernière question, s'il vous plaît. Non, mais après, vous essayez, on voit quelque chose. D'accord. Alors, Angelina Tezanou, s'il vous plaît, un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Angelina Tezanou a une question pour Nathalie. Ben oui, Angelina, donc vous savez, avec toutes mes facettes. Mais c'est vrai, moi je vous ai trouvé un peu mince, hein, Nathalie. Non, regardez, touchez-vous, vous pouvez. Oui, voilà. Là, regardez. Ah oui, non, mais j'ai pas mince. Ah non, il y a un petit peu, un tout petit peu. Donc, en mangeant le ndolé avec le planche d'Afrique. Alors, Angelina, avec mes multiples casquettes, j'avais deux ou trois questions à vous poser. Excusez-moi. Ben, dis donc, hein. Alors, voilà, ma diversité, elle est au sens très très large. J'en reviens à Paris, parce qu'effectivement, comme vous l'avez constaté, Madame Kosciusko, je me permets de vous appeler Nathalie, comme vous le constatez, nous avons une soif de parler, et c'est pour ça qu'avec Olivier Stier, nous avons ce conseil national où nous pouvons nous exprimer. Il y a vraiment une soif de la diversité, de s'exprimer avec tous les problèmes. Évidemment qu'on ne pourra pas vous exprimer ce soir parce que vous vous présentez à Paris. Hein, mais alors, deux questions. Une, concernant ma diversité, la mienne, hein, c'est-à-dire pour tous les non-voyants, l'accessibilité. Ce sont des questions qui me tiennent beaucoup à cœur. Il y a eu beaucoup de pistes de vélos qui ont été créées. Moi, ça me pollue la vie parce que les vélos, je ne les entends pas. Ils montent sur les trottoirs. Et puis, voilà, ils disent que c'est des vélib, donc ils me cassent ma canne blanche. J'ai jamais eu peur des voitures, mais j'ai peur des vélos. Alors, ma question est sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. Et la deuxième des questions, en tant que journaliste, soi-disant, je n'ai pas le diplôme, hein, madame, mais je me prétends, journaliste sur Haïti Média Télévision. À chaque fois que nous demandons de subventions, la ville de Paris a des caisses vides, alors que nous faisons une télévision de proximité qui permet justement aux gens d'avoir la parole, de pouvoir s'exprimer, de venir parler de leurs soucis, de l'emploi, puisque je suis également conseillère de l'emploi, j'en arrêterai là. Je voulais vous poser ces deux questions. Un, pour les subventions en termes artistiques pour ma chaîne de télévision, les chaînes de télévision locales.
et la deuxième, les petites structures, et la deuxième sur l'accessibilité pour les personnes handicapées. Qu'est-ce que vous comptez faire pour nous, madame? Merci. Merci à vous. D'abord, sur les subventions pour les chaînes de télévision et d'une manière générale, les subventions. Moi, je ne vais pas là ce soir vous promettre une subvention. En revanche, je vous promets quelque chose. C'est qu'on va faire la transparence sur les critères d'attribution des subventions. Parce que parfois, on voit les choses, on a des doutes. C'est comme sur les critères de choix des animations. Là, on parlait de la réforme des rythmes scolaires. Il y a des sujets sur lesquels, pour qu'il n'y ait pas de doute, ou sur les critères d'attribution des logements sociaux, au passage, il y a des sujets pour lesquels, sur qu'il n'y ait pas de doute, eh ben, il faut que ce soit transparent. Et sur la question des subventions aux associations, moi j'ai protesté tout au début de la campagne. J'ai dit, faudrait faire la transparence. Et la mairie de Paris a dit, elle n'est pas au courant, il n'y a qu'à regarder sur le site internet. Sur le site internet, vous trouvez quoi? Vous trouvez d'abord le minimum légal, c'est bien le moins que la mairie de Paris respecte la loi. Et en fait, vous avez un fichier PDF, même pas interactif, avec le nom de l'association, son numéro et la subvention qu'elle reçoit. Le nom de l'association, ça ne vous dit pas exactement ce qu'elle fait, il faut aller chercher pour savoir. Et puis ça ne vous dit pas sur quels critères la somme a été allouée. Parfois, vous avez des subventions qui ont beaucoup d'adhérents qui ont peu, d'autres qui ont peu d'adhérents qui ont beaucoup. Pour les télés, ça doit être pareil en fonction du nombre. Vous ne savez pas. Donc moi, ce que je vous promets, c'est la transparence des critères. Comme ça, chacun saura pourquoi il a combien. Et d'ailleurs, ce qu'il faut faire aussi, pour pouvoir changer de catégorie et pour pouvoir monter en gamme quand on a envie légitimement de développer son activité. Sur la question de l'accessibilité, Paris est peu accessible. Alors, faut être juste. Il y a des raisons qui sont aussi pour partie des raisons historiques. Paris, c'est une ville ancienne. En termes de trottoirs, il y a des quartiers. Ouais, c'est compliqué, quoi. C'est pas une ville qui a été faite à l'américaine. Avec un plan complètement carré, voilà. Et donc il faut faire avec notre histoire. En revanche, on ne va pas assez vite pour compenser en quelque sorte notre histoire. Si je prends l'exemple de Londres, je suis allée récemment à Londres, je m'entends bien avec le maire de Londres, qui est un type, vous savez, c'est celui qui a les cheveux blonds, qui est un peu fantasque, c'est intéressant, c'est original, intéressant. Ils ont beaucoup progressé ces dernières années sur l'accessibilité. C'était une condition quand ils ont gagné contre nous les Jeux Olympiques de Londres. Ils avaient pris un engagement vraiment sur l'accessibilité du métro, sur l'accessibilité de transport, et ils ont beaucoup progressé. Maintenant, ils ont certaines stations qui sont totalement accessibles. Je prends l'exemple du métro, c'est cher. Rendre entièrement accessible une station, c'est entre 6 et 10 millions d'euros. Donc on ne peut pas faire tout d'un claquement de doigts. Mais en revanche, il faut se donner un objectif et un calendrier pour pouvoir réaliser. Puis un calendrier avec des parcours de vie. C'est-à-dire qu'on ne fera pas du jour au lendemain toutes les stations accessibles, mais enfin avoir les principales accessibles. Se rendre compte que rendre la station accessible, c'est la rendre accessible pour tous. On a tous à un moment ou à un autre un handicap. Quand vous avez une poussette, vous ne pouvez pas avoir deux enfants. Il faut avoir un seul enfant. Parce que quand on descend les escaliers, il faut pouvoir prendre la poussette sous un bras et l'enfant sous l'autre. Et dans le métro, on n'a pas envie, même un enfant un peu plus grand, de le laisser sans lui tenir la main. Donc avec deux enfants, déjà, le métro, c'est mort. Il y a plein de choses comme ça dans Paris qui sont quand même bien difficiles à vivre et aménageables. Et puis une petite incidence sur les couloirs, sur les Vélib'. Bon, moi, je suis favorable au développement du vélo en site protégé. Je crois beaucoup que quand la mairie dit il y a 400 et quelques kilomètres de pistes de vélo, il y a un petit mensonge derrière, c'est que là-dessus il y a de mémoire 200 kilomètres de couloirs de bus qu'on peut emprunter en vélo, mais c'est quand même pas la même chose que d'être dans une piste autonome. Et il doit y avoir 100 et quelques kilomètres où c'est le contraire de routes qu'on a le droit de prendre en sens inverse. Voilà, il ne faut pas raconter ça aux gens. Il y a des choses qui ont été faites pour le vélo. Moi, le Vélib', j'aime bien. Je suis utilisatrice du Vélib'. J'ai ma carte Vélib' classique. Voilà, c'est pas une critique contre le Vélib'. Mais simplement, il ne faut pas raconter de salade. On n'a pas assez développé les voies autonomes. J'ai proposé qu'on utilise la petite ceinture pour faire une grande voie autonome autour de Paris, avec une traversée de Paris en voie autonome. Et ça permettra d'éviter un certain nombre de croisements entre les trajectoires des uns et des autres qui sont dangereux. Moi, je suis pas tellement pour les espaces soi-disant partagés.
parce que je trouve que la rue, quand on explique qu'elle est pour tout le monde et qu'il peut y avoir au même moment un piéton, une voiture, un vélo, il y a un moment où ça crée un peu de stress. Là-dessus, je suis vraiment clairement plutôt pour les flux séparés. Au passage, je vous raconte le résultat d'un sondage que j'ai lancé auprès des taxis. J'ai reçu les patrons des sociétés de taxi. Et je leur avais dit, dites-moi et demandez à vos chauffeurs quel est selon vous l'aménagement le plus absurde dans Paris. Je ne vous demande pas un aménagement que vous n'aimez pas. Parfois on n'est pas d'accord, mais on comprend la logique. On se dit ça sert à telle catégorie ou telle catégorie d'usagers, donc on comprend la logique. Mais je vous demande des aménagements dont vous ne comprenez pas à qui ils servent. Les aménagements dont vous vous dites, mais c'est quel ingénieur qui n'est jamais sorti de son bureau et quel politique qui n'est jamais descendu de sa voiture de fonction qui ont inventé un truc pareil. Alors au top du box-office des chauffeurs de taxi en termes d'aménagement absurde, à égalité, le boulevard Saint-Marcel, le boulevard Magenta. Et pourquoi ? Eh bien parce que Saint-Marcel et Magenta, c'est des voies qui se croisent. Le bus s'entrecroise et se décroise avec la voiture et avec le vélo. Et ça c'est dangereux et c'est stressant pour tout le monde. Voilà. Bien, mais écoutez, Nathalie Kosciusko-Morizet, merci encore pour ce temps. Maintenant, mais la soirée ne fait que commencer. Ça fait que commencer. Je propose que nous puissions passer à un temps de restauration pour lequel je pense que vous avez pu pouvoir participer, en tout cas financièrement, à ce très joli mets que la maîtresse de la maison a bien voulu nous préparer pour cette rencontre et cet échange avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Je vais vous raconter un peu tous les trucs là. Qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va manger? C'est Berlin qui vous accueille. Non? Il y a un peu de musique avec ça. Je veux avoir l'explication. Je peux voir, je peux venir derrière. Moi j'aime bien visiter. Mais je crois que ce que vous avez dit, vous avez dit plusieurs choses qui m'ont vraiment interpellée. C'est qu'effectivement, c'est une communauté que vous affectionnez tout particulièrement parce que nous avons souvent des parcours personnels difficiles. Nous avons quitté nos pays, où ce sont nos parents, nos grands-parents qui ont quitté nos pays, qui se sont forgés un avenir et qui sont aujourd'hui français. Et je crois que vous, en tant que femme de cœur, vous l'avez compris. Moi, j'ai beaucoup de respect. D'ailleurs, une forme de coupage avec qui se Oui, pas la même saveur, comme vous l'avez dit, hein, quand on a dû se battre pour avoir sa place. Ceux qui ont dû se battre, alors souvent les femmes, il faut bien le dire, oui. Mais ceux qui sont issus de la diversité ou qui portent une diversité, quelle qu'elle soit, ceux dans lesquels oui. Ceux qui ont dû se battre, tout simplement, et ben des choses. Mais je crois que ce soir, cette communauté, nous les Africains, on sera derrière vous parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose de super important, c'est que Paris se gagne par le cœur. Voilà. Donc ça... merci. Portez brochette. Ça a l'air vachement bon. Voilà, c'est ma petite table d'apéro, donc mettez pas la nourriture ici. Oui, mais moi je veux... Non, pas ici, c'est ma table d'apéro. Regardez. Non, moi c'est... Alors là, il y a du café, là, il y a du bœuf, et au milieu, là, c'est le gésier. Oui, c'est ce que j'ai fait. Merline, tu garderas pour moi, hein? D'accord, tu gardes les brochettes, hein? S'il te plaît. À danser en moi,
qu'a coulé, coulé. C'est bien au moins connaître vous, on peut pas changer. Viens-moi c'est danser en kawaii, tourner, yeah. En t'aime fois je lève, vous à côté de moi, mais préféré partir, voyager. Danser en moi, tiner de l'homme qui a coulé, coulé, mais ou pas là pour consoler moi. À danser en moi, ni tout l'homme qui a passé, passé. Le soleil brillait, ces photos là en cacaté, en pacatant la pluie tombée, en cassant chez qui ton cœur retournait, qui joue au cœur rivé, pour qu'à moi recommencer à chanter, à danser en moi, tini de l'homme qui a coulé, coulé, mais ou pas là pour consoler moi. Danser en moi, ni tout l'amour qui a passé, passé. C'est bien au moins connaître vous, on peut pas changer. Viens-moi c'est danser en kawaii, tourner, yeah. Qui ton cœur retourne, qui joue au cœur rivé, pour qu'à moi recommencer à chanter, à danser, couler. Mais où pas là pour consoler moi. À danser en moi, ni tout l'amour qui a coulé, coulé. C'est bien au moins connaître vous, on peut pas changer. Viens-moi c'est danser en kawaii, tourner, yeah. En t'aime fois je lève, vous à côté de moi, mais préféré partir, voyager. Danser en moi, tiner de l'homme qui a coulé, coulé. Pierre-Merlin qui nous a reçus ce soir gentiment. Nous étions en direct du 196 avenue du Maine, excusez-moi. 196 avenue du Maine, le restaurant Le Sawa. Tout à l'heure, nous étions un petit peu au calme, c'était le calme avant la tempête. Mais maintenant, le restaurant est plein, les discussions battent leur plein.
Et nous restons avec notre maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, que nous encourageons. Voilà, merci beaucoup à Monsieur Verne. Merci à Haïti Média Télévision d'avoir couvert cet événement. Et à très bientôt pour un nouveau numéro. C'est dans les yeux d'Angelina. C'est comme ça. À très bientôt. Écoulé, mais où pas là pour consoler moi. À danser en moi, ni tout l'homme qui a coulé, coulé. C'est bien au moins connaître vous. On peut pas changer.